Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue à cette autre livraison de tous azimuts. C'est certainement la dernière de cette année 2020. Une édition de tous azimuts qui nous permettra de pouvoir faire le point de l'actualité de la semaine. Et cette semaine qui s'achève aura été meublée par plusieurs sujets. Et parmi ces sujets, le rapport de la Commission nationale anticorruption, la CONAC, un rapport qui davantage met en mal certaines institutions de la République réputées être les principales dans lesquelles la corruption a cours de manière récurrente sans véritable sanction. Peut-on penser malheureusement que le mal reste profond, bien plus? Pourquoi la CONAC n'a pas d'armes pour pouvoir sanctionner sévèrement les personnes qui se seraient rendues coupables d'actes de corruption? Peut-on penser également qu'à ce jour, la lutte contre la corruption au Cameroun est véritablement efficace? La question reste pesante sur la scène nationale camerounaise, toujours dans le cadre de l'actualité, peut-être avec un lien avec la corruption, la lutte contre le coronavirus davantage, et cet audit commandé par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, par ailleurs ministre d'État, il commande un audit au plus fort de la querelle de la prise en charge de la pandémie Covid-19 au Cameroun. On se souvient, il y a quelques jours encore, le député SDF, notamment l'honorable Jean-Michel Nitu, est monté au créneau pour une fois de plus décrier, dénoncer et même évoquer des allégations de corruption et de détournement de deniers publics en rapport avec la prise en charge de la pandémie Covid-19 au Cameroun. L'honorable Jean-Michel Nitu dit-il vrai, surtout au lendemain de ces allégations, le secrétaire général de la présidence de la République commet un audit pour voir plus clair autour de la gestion des fonds alloués à la pandémie Covid-19. On en parlera également dans le cadre de cette émission de tous azimuts sur la télévision du monde, mais aussi, vous le savez, cette semaine a été émaillée par notamment la session de plein droit des conseils régionaux. Ces conseils, pour la plupart, ont été élus le dimanche 6 décembre 2020 dernier sur l'ensemble du triangle national, 10 conseils régionaux, dont 9 sous la houlette du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et un seul sous la conduite de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, de Maïgari Belobouba, notamment dans la région de la Damawa. Et la session de plein droit tenue le 22 décembre dernier a permis l'élection des exécutifs de ces conseils régionaux, notamment on a le nom des présidents de ces conseils régionaux. Pour la plupart, l'on parle d'une volonté manifeste de mettre en œuvre la décentralisation. D'autre part, les acteurs politiques parlent de même et on recommence une espèce de statu quo qui sera observé dans les conseils régionaux. Qu'en sera-t-il véritablement? Nous évoquerons également cette question et cette problématique dans les heures qui suivent. Et puis, vous le savez, ce dimanche 27 décembre 2020, il y aura la présidentielle en République centrafricaine. Mais cette présidentielle, dont la campagne électorale a définitivement été bouclée, est tenue sous un climat de haute tension. Il faut le préciser. Les casques bleus sont déployés sur le terrain pour assurer une bonne tenue de cette élection, mais bien plus, on a également noté la présence sur le terrain des éléments de l'armée russe ou même de l'armée française. Que sera cette présidentielle de ce dimanche 27 décembre? Mieux encore, cette présidentielle doit-elle se tenir ou peut-elle se tenir dans ces conditions? La question va ouvrir les débats dans le cadre de cette émission de tous azimuts de ce samedi. Ils seront donc avec nous pour nous accompagner dans le cadre de cet échange interactif. Vous le savez, l'émission se veut également à la tradition interactive. Le 6 99 57 30 26, c'est l'un des codes d'accès. 6 99 57
30 26 ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle. Et avec vous, mesdames et messieurs, nous ferons le débat ce samedi. Je rappelle, c'est la dernière livraison de tous azimuts de ce samedi sur la télévision du monde pour le compte de l'année 2020. Certainement, on se retrouvera, mais ce sera alors en plein dans l'année 2021. Mais d'ici à là, déjà, joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Joyeux Noël encore. La célébration, c'était ce dimanche ou alors ce vendredi 25 décembre. Mais en attendant les festivités du réveillon de la Saint-Sylvestre, nous allons discuter pleinement de ce qui va meubler ce programme de ce samedi. Et parmi nos invités, un cadre, et non des moindres, le régional, sinon l'un des principaux cadres régionaux du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, candidat malheureux aux dernières élections régionales du 6 décembre dernier. Christian Ndjok est avec nous dans le cadre de ce débat interactif samedi. Christian, bon après-midi à vous et puis joyeux Noël. Joyeux Noël, Frédéric. Bon après-midi à tous vous nombreux téléspectateurs. Je veux bien croire que vous n'allez pas me ramener à coordinateur régional depuis quelques mois, voyez-vous, et vous avez donné ça en exclusivité sur votre plateau. Je suis secrétaire national en charge de questions politiques au sein du PCN et porte-parole de ce parti politique. Voyez-vous, effectivement, je suis un des cadres résidents dans la région du littoral. Merci beaucoup de nous accompagner cet après-midi, Christian Ndjok, un autre Christian qui est certainement sur ce plateau. Ce n'est pas une affaire de Christian ce samedi, mais davantage, les Christians sont à l'honneur. Christian Mwanjo, il est acteur politique, mais davantage, c'est un chercheur en sciences sociales qui est avec nous dans le cadre de ce samedi sur la télévision du monde. Christian, bon après-midi à vous également. Merci, monsieur Moutomé. Permettez que je préfère Moutomé, je préfère toujours les patronymes. Bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir au milieu des téléspectateurs de LTM Télévision. Je profite de cette antenne puisque vous avez indiqué que c'est la dernière du genre. À soutenir un peu, j'ai envie de dire, les âmes meurtries, parce que vous savez que l'année 2020, ici comme ailleurs, a été une année difficile. Il y a ceux qui, au moment où on parle, ont perdu des proches. Donc, soutien total à ceux-là, mes proches, à ceux que je ne connais pas. Aussi, je dois faire hommage à tous ceux, parce qu'on est dans un moment de fête, de célébration. Je dois faire un hommage à tous ceux qui ont aidé un voisin proche ou lointain avec, de quelque façon que ce soit, à lui apporter un peu de sourire en ces moments, en lui apportant, bien sûr, sa modeste contribution, afin que toutes les familles ressentent la fête. Je suis content d'être là, M. Moutomé. C'est un combat également. Ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas vu dans le cadre du débat républicain sur la télévision du monde. Christian, nous restons avec vous. Christian Mwanjo davantage. Et nous parlons de cette élection présidentielle en République centrafricaine. Il faut le préciser, c'est une élection présidentielle, donc c'est une élection majeure. Le président Touadéra tient à cette élection, mais c'est une élection qui est émaillée de fortes violences. Des combats ont une fois de plus éclaté à Bangui, la capitale, et dans plusieurs localités. Peut-on tenir une élection présidentielle dans un constat ou dans un climat aussi délétère? Alors, vous allez permettre que je refasse un peu l'histoire en quelques minutes. Rappelez-vous que le Cameroun avait accueilli des milliers d'immigrés centrafricains ici, des milliers, pas seulement le Cameroun, le Tchad et d'autres pays voisins, ce qui attestait de ce que la Centrafrique, en tant que pays, en tant que nation, était devenue une zone de conflit politique précisément, et donc d'insécurité pour les citoyens, pour leurs citoyens. La Centrafrique, précisément, et comme presque tous les pays au sud du Sahara, fait partie de ces pays où la stabilité est toujours recherchée. La stabilité politique est toujours recherchée. À chaque fois qu'il y a la possibilité d'une élection, on retrouve de façon permanente et incessante ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'une sorte de théâtre conflictuel entre acteurs, ce qui ne permet pas de parvenir à une situation électorale pacifique qui permette aux Centrafricains, puisqu'on parle d'eux, de choisir une fois de plus leurs dirigeants. C'est malheureux de faire ce récit historique-là. Vous savez, l'opportunité d'une élection n'est plus à démontrer.
ici comme ailleurs, on sait qu'une élection est toujours un moment historique parce qu'il se greffe à une élection des espérances, des moments de continuité et de rupture. Donc, il est difficile de soutenir la thèse d'un report d'une élection de ce type. En même temps, quand je dis ça, il faut dire que il y a des conditions ou des critères pour qu'une élection soit, qu'elle se déroule, parce qu'il faut qu'elle se déploie dans un climat de paix, un climat de transparence, ce que justement les élections en Afrique n'ont toujours pas eu comme acquis. Même le Cameroun, dont il est question, ne peut pas se prévaloir de dire que ces conditions-là sont des acquis. J'appelle de mon vœu que les partenaires, ceux qui se présentent comme tels, accompagnent la Centrafrique à ce que, parce que quand je dis que l'élection est toujours une opportunité historique pour un pays, c'est parce qu'on a vu que la Centrafrique, sous Touadéra, et avant lui, Madame Samba Panza, a offert à ces populations un semblant, un soupçon de stabilité. C'est une stabilité que je peux appeler stabilité fragile. Mais on a vu qu'effectivement, on peut avoir des hommes au pouvoir qui peuvent amener les pays vers des sauts qualitatifs. Je crois donc qu'à partir de là, on doit consolider ce que Touadéra et avant lui, Madame Samba a fait, afin que les Centrafricains connaissent davantage une certaine paix et que cette fois, et davantage, une élection soit un moment pour stabiliser la vie des populations. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ce regain de tension au moment où on parle davantage de permettre à la Centrafrique de vivre une nouvelle ère, de passer de cette période de guerre récurrente? Il faut le rappeler, c'est un pays qui a toujours connu des coups d'État et aujourd'hui on voudrait parler de saine démocratie en République centrafricaine, mais pourtant ce n'est pas véritablement ce que vivent les Centrafricains au regard de cette tension forte à la veille de cette présidentielle. Oui, monsieur Moutoumé, je voudrais avoir une lecture un peu panafricaniste sur la question. Voyez-vous qu'il faut déjà resituer la Centrafrique. La Centrafrique, comme on le dit, c'est le pays le plus au centre de l'Afrique, de par son positionnement géostratégique et géopolitique, fait à ce que cela charrie effectivement plusieurs enjeux. Et son sous-sol, bien évidemment, fait l'objet de plusieurs convoitises. Parce que là, il faut le dire, c'est le jeu des acteurs, peut-être des acteurs extérieurs à la Centrafrique qui se pose en ce moment. Parce que là, on est au niveau du contrôle du sous-sol centrafricain. Je ne vais pas vous rappeler que la bauxite, le gaz et tout ce qui est en ce moment en Centrafrique, l'eau et tout ce qui va avec les nouvelles découvertes font à ce que, en sciences politiques, on parle généralement d'une position carrefour que la Centrafrique est en train d'atteindre. Et vous voyez la recrudescence, n'est-ce pas, des acteurs. Des acteurs forts, c'est ce qu'on pourrait qualifier le Big Four. Sur la scène internationale, la Russie, qui est en train de revenir, vous voyez, depuis son avènement en Afrique, depuis son retour en Afrique de 2004 à aujourd'hui, la Centrafrique est le pays qui a visiblement bénéficié de plusieurs choses, outre l'Algérie et peut-être le Cameroun avec la construction de l'ambassade qu'il y a eu. La Centrafrique est le pays qui a le plus bénéficié effectivement de la manne russe en Afrique. Vous comprenez donc à partir de là, et quand vous connaissez quel est le positionnement idéologique de la Russie, et la suite avec celui avec lequel il se bagarre, le géant chinois, parce qu'il y a une autre bagarre qui se joue de ce côté, et les puissances traditionnelles, notamment la France, qui veut toujours contrôler le précaré à partir du centre de l'Afrique. Vous comprenez effectivement que ces convoitises vont aller bon train, et personne ne voudrait effectivement qu'on ait une paix, sinon une paix durable dans ce pays-là, parce qu'on perdrait un certain nombre de choses. Cela me permet de faire un parallèle avec un pays voisin qui serait le nôtre, qui est le nôtre, pour faire une fleur, n'est-ce pas, M. André Temeka. En ce jour du 26 décembre, on entend dire qu'on a atteint une certaine date butoir qui remettrait en cause, ou alors qui renouvellerait les accords coloniaux, et c'est ces accords qui semblent être remis en question depuis l'arrivée du professeur Faustin Akash Touadéra dans ce pays-là, et même si on remonte à Catherine Samba Panza, comme l'a si bien souligné M. Mondjo tout à l'heure, c'est autant d'événements, autant d'éléments qui font à ce que, rassurez-vous, il n'y aura pas de paix de sitôt, mais on va stabiliser, parce que la Russie est venue au renfort pour contrecarrer les ardeurs de quelqu'un, aller chercher de qui il est question. Parce que si vous voyez bel et bien la présence, n'est-ce pas, des forces d'icônes qui y sont, les forces onusiennes et même les forces camerounaises qui sont aux côtes, on ne comprend pas comment en ce moment on peut arriver quasiment à une trentaine de kilomètres de la capitale Bangui. Il se pose donc effectivement un problème, parce que depuis aujourd'hui, il faut vous dire que ces gars sont déjà à Bangui,
dans la capitale, ils restent certainement allés vers la présidence de la République. Comment font-ils aussi facilement pour arriver à ce niveau? Il faut se poser des questions. Mais avec l'arrivée, effectivement, vous avez l'avènement de la Russie et du Rwanda qui sont arrivés, cela va forcément prendre un coup et vous comprendrez effectivement qu'on va amener tous les acteurs au niveau de la table. Mais, M. Moutongo, permettez que je suis là, il faut effectivement que ces élections se tiennent. Parce que là, la souveraineté de l'État doit toujours être debout. Et là, je le défendrai toujours en tant que républicain. On ne doit pas remettre l'État en cause, à cause, n'est-ce pas, des recherches des uns et des autres. Alors, il nous a rejoint sur ce plateau, c'est l'un des cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Il est également un doctorant en questions sociales et en communication, André Luther-Meka. Bon après-midi à vous, bonne fête de fin d'année. Merci d'être avec nous dans le cadre de ce programme. Doit-on tenir cette élection centrafricaine, cette élection présidentielle en République centrafricaine, à tout le prix et à tous les prix? Je voudrais d'abord souhaiter joyeux Noël, malgré que la fête est passée, à tous les téléspectateurs de LTM Télévision, et notamment tout azimut. Et je voudrais également souhaiter tous mes vœux de bonheur et bonne fête à tous les militants du RDPC. Je voudrais également, à votre suite, vous dire que peut-être que vous êtes prophète et que je serai cadre un jour, mais je voudrais signifier que je suis militant de base. Et en tant que militant de base, nous essayons, n'est-ce pas, d'apporter notre soutien au chef de l'État et au RDPC. En ce qui concerne votre question, M. de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Il faudrait effectivement que les élections se tiennent. Malgré la guerre, malgré les coups de feu, malgré la tension, malgré les armes qui sont tenues par ces différents belligérants, on va dire ces différents rebelles en Centrafrique? J'étais de disant qu'il était important, M. Moutoumé, que l'élection se tienne, que les Centrafricains se prononcent sur l'avenir de leur pays et sur le choix des dirigeants de leur pays. Il est important que les élections se tiennent pour que les Centrafricains n'obéissent pas à l'agenda des pays forts, des pays mondialiseurs, qui veulent imposer un calendrier à l'Afrique au gré, n'est-ce pas, de leur humeur et au gré, n'est-ce pas, des personnes qui voudraient imposer à la tête des États. Il est important que les élections se tiennent pour que souverainement l'Afrique exprime son besoin de disposer de lui-même, pour que souverainement la Centrafrique exprime son choix de pouvoir être un pays souverain et un pays qui respecte ses citoyens. Vous savez très bien les enjeux qui s'y trouvent aujourd'hui, où il y a un certain nombre de tendances, des tendances rebelles qui veulent envahir le pays et dont on dit que M. Bozizé est à la tête d'une coalition de rebelles qui veulent, n'est-ce pas, revenir à la tête du pays et dont on soupçonne la France de vouloir effectivement orchestrer cela pour imposer M. Bozizé à la tête de la Centrafrique. Moi, je l'ai dit, je suis souverainiste. Je n'aime pas m'immiscer dans la vie des peuples, notamment dans la vie d'autres pays, parce que moi, je suis Camerounais et je n'accepterai pas également qu'eux aussi s'immiscent dans la vie du Cameroun. Donc, je trouve que si, dans la majorité, et comme le fait le président professeur Touadéra, cette campagne, cette sensibilisation pour que les Centrafricains se prononcent, je suis toujours pour le suffrage universel, je suis pour la démocratie. Et lorsque je vois les images et lorsque je vois les analyses, je vois qu'effectivement, le président Touadéra est écouté par le peuple et soutenu par les forces de libération, parce qu'il y a des forces de libération, même si ce sont des forces occidentales, ce sont des forces de libération. Pour moi, toutes ces forces qui viennent en appui à l'oppression et qui ne demandent rien en contrepartie et qui demandent effectivement une libération de l'Afrique, pour moi, ce sont des forces de libération. Qu'elles soient occidentales ou asiatiques, ce sont des forces de libération. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui que ces élections se tiennent et que le peuple centrafricain s'exprime profondément dans la gestion de leur gouvernement. Et j'exprime toute ma sympathie, toute ma compassion à tout ce peuple centrafricain qui est effectivement à pied d'œuvre. D'autres, j'ai eu des sorties de jeunes qui sont sortis pour dire non à cette oppression. Et j'ai vu le président centrafricain faire le tour de la Centrafrique pour sensibiliser les Centrafricains à voter. Et je dis, c'est important cela. Vous savez, la libération de l'Afrique et la libération de l'Afrique centrale, qui est
j'allais dire un giron français, viendra des actes de cet acabit, des actes pareils, où le peuple centrafricain, le peuple congolais, le peuple équato-guinéen, le peuple camerounais prendra en main son destin et pourra effectivement donner la direction qu'eux-mêmes veulent par rapport à leur pays. Donc je suis d'avis à ce que les élections se tiennent et j'espère que les Centrafricains comprendront toute la teneur, la mesure de leur souveraineté pour que jamais ou plus jamais les forces coloniales puissent s'interposer à la vie, n'est-ce pas, de leur nation. Alors on va sortir de cette thématique avec bien évidemment une réaction de Maître Paul Paéré, le représentant du Social Democratic Front, qui est également sur ce plateau. Maître, bon après-midi à vous, merci, bonne fête de fin d'année, mais davantage, la Centrafrique est aujourd'hui à la croisée des chemins, on a envie de dire. Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Effectivement, le cas centrafricain, c'est un cas qui nous préoccupe assez. Parce que là, ce que nous vivons, nous prions Dieu que ça ne s'aggrave pas parce que ça, c'est une tentative de pénétration dans la zone du golfe de Guinée. Et nous savons bien si ça chancelle au niveau de la République centrafricaine, c'est très, très, très facile que ça nous atteigne. Nous souhaitons, moi je souhaite, que vraiment les choses soient maîtrisées à ce niveau parce que déjà il y a eu une tentative de pénétration dans la zone du golfe de Guinée avec le Cameroun qui est comme le maillon essentiel dans cette zone. Vraiment, si c'est que ça peut évoluer et nous comprenons qui est derrière ce problème parce que c'est toujours nos colonisateurs, bon je dis nos ex, c'est comme si nous tenaient toujours par la culotte. La France serait derrière ce coup. Et nous souhaitons, je crois que l'État prend de grandes mesures pour pouvoir obstruer, empêcher que ça puisse évoluer pour atteindre le Cameroun. Donc c'est quelque chose, quand aujourd'hui un chef d'État un ancien chef d'État, si sa candidature est rejetée, il cherche plutôt à utiliser la force, utiliser le voile illégal pour y accéder, c'est un peu grave. Donc je suis d'avis, comme les Russes sont aussi se sont interposés par rapport à cela. Ça fait que je crois que les choses ne peuvent pas évoluer dans la pire des situations. Merci beaucoup à vous pour cette première contribution à ce sujet. C'est la tradition. Un tour de parole pour chacun de vous pour le sujet au cœur du zapping. Et tout de suite, on va embrayer avec le premier grand sujet de cet après-midi. Et ce sera davantage en rapport avec les élections régionales. Les conseils régionaux ont le patron et le bureau exécutif. La session de plein droit s'est tenue le mardi dernier sur l'ensemble du pays. Les 10 conseils régionaux ont leur bureau exécutif. Et vous le savez, dans l'ensemble du pays, le RDPC est majoritaire. André Luther Meka, c'est toujours une belle victoire pour le RDPC de conforter ainsi ces victoires de terrain à l'issue de ces élections régionales. Aujourd'hui, la consigne du parti a été tenue et respectée par les différents électeurs. Je voudrais d'abord m'incliner devant... Oui, m'incliner devant tous les militants du RDPC, notamment les conseillers municipaux qui ont réagi au complet, notamment presque au complet, pour donner cette large victoire au RDPC dans les régionales, notamment à l'exception de quelques régions. Il était important de dire que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, depuis son accession à la magistrature suprême, a toujours œuvré pour la démocratie du Cameroun. Et cette démocratie, au-delà, n'est-ce pas, des chantiers qui sont permanents pour la liberté d'expression, qui est consacrée en Afrique, et je peux vous dire qu'il y a des témoignages à travers le monde entier sur, n'est-ce pas, la liberté d'expression qui s'exprime notamment dans l'audiovisuel au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai toujours envie de le répéter, tout ce qui a été promis, tout ce qui a été consigné à la Constitution de janvier 1996 a été réalisé. Je voudrais parler notamment des Sénats.
Je voudrais parler notamment des collectivités décentralisées, de la Cour constitutionnelle. Et il y a eu une amélioration avec l'élection des maires des villes. Aujourd'hui, je crois que les régions sont pratiquement bouclées. Donc, on ne peut faire le procès au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, du fait qu'il n'a pas permis à ce que la démocratie s'installe au Cameroun. Donc, aujourd'hui, les Camerounais sont certainement fiers de cette décentralisation qui a son comble, où les riverains, notamment les autochtones, il faut le dire comme ça, vont prendre la mesure, n'est-ce pas, vont prendre toutes les potentialités en main pour pouvoir mettre sur pied une politique auto-centrée de développement. Et c'est une lourde responsabilité pour ces peuples riverains de pouvoir, n'est-ce pas, eux-mêmes conduire cette politique. Bien évidemment, cette politique a été implémentée depuis belle lurette par les délégués du gouvernement, mais il y avait un débat sur le débat où on disait que c'était des gens nommés et qu'il était important qu'il faille être élus par leurs pairs. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont élus et le RDPC ne peut en être que fier d'avoir d'abord ce bilan démocratique, ce bilan politique, n'est-ce pas, de l'amélioration, du perfectionnement de la démocratie au Cameroun. Maintenant, je crois que les exécutifs des régions vont s'installer, ils vont faire leurs preuves, ils vont mettre... L'avantage, c'est la consigne du parti qui a prévalu pendant les sessions de plein droit. On a choisi seulement, ou on a élu seulement ceux qui avaient déjà été investis préalablement par le parti. C'est un débat qui a cours et je comprends que, j'allais dire, l'impensé de votre discours est effectivement de démontrer que il y a eu peut-être, j'allais dire, des consignes du parti. Mais dans tous les partis du monde, il y a, n'est-ce pas, les investitures. Parce que quand la vie du parti est engagée au plus profond, n'est-ce pas, des événements politiques, il est important que le parti fasse confiance à ceux qui ont notamment des états de service, à ceux qui ont de l'expérience et à ceux qui ont une carte de santé politique importante pour pouvoir conduire les affaires de la nation. Sinon, le débat a toujours existé. Si on laisse faire, il peut y arriver que, et c'est ça le drame de la démocratie, que les idiots accèdent au firmament, n'est-ce pas, du pouvoir. Parce que même ceux qui ne sont pas capés, même ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, cette expérience, peuvent être populaires et être portés au firmament, n'est-ce pas, dans un certain nombre de responsabilités. Je voudrais chuter en disant que c'est important. C'est important et les téléspectateurs doivent le savoir, que le parti puisse canaliser, orienter, n'est-ce pas, le choix vers ceux qui ont des états de service, qui ont de l'expérience et qui sont capables d'amener le parti vers le haut. Maître Paul Pairé, est-ce la lecture que vous faites au sortir de cette section de plein droit où des hommes et des femmes ont été élus pour être membres de ces premiers bureaux de conseil de région? Oui, bon, je veux dire, le conseil régional, enfin, est arrivé depuis 1996, que la Constitution a prévu cela. Alors, ça a couché après, on pourrait dire césarienne, après la césarienne. Ce que nous voyons, c'est que c'est un système qui continue à se pérenniser. Parce que quand nous regardons, quand nous lisons, j'ai pu faire un article quelque part sur Facebook pour dire la gérontocratie est en train de faire son lit douillet au Cameroun. Parce que là, quand nous voyons tous ceux qui sont élus au conseil, c'est des vieux anciens commis de l'État, pour la plupart, à 90%. Vieux anciens commis de l'État, oui. Bon, mais est-ce que même s'ils sont commis, parce qu'on va me dire tout à l'heure qu'ils sont imbus d'une certaine expérience, mais l'expérience, est-ce qu'avec l'âge, on n'arrive pas, le corps ne faiblit pas? Parce que déjà, la moyenne d'âge étant dans les 70 ans, 72, 70 ans, pourquoi est-ce qu'on fait injure à la jeunesse camerounaise? Comme si des Camerounais, à l'âge de 40 ans, 50 ans, ne pouvaient pas gérer ce pays.
D'où vient-il que ces anciens qui sont partis en retraite pour la plupart, ceux qui reviennent aujourd'hui? Mais il faut faire confiance à l'expérience. Nous faisons confiance à l'expérience. L'expérience a toujours été l'expérience, aussi le corps se fatigue avec le temps, avec l'âge. Parce que là, quand nous voyons que désormais, je suis bien mon ami Lucien Meka, qui fait cette analyse. Est-ce que lui, même si on l'avait placé là, il ne pourrait pas gérer une région? C'est autant de choses que nous devons nous poser comme question. Il y a des brillants intellectuels comme lui au RDPC. Je sais, pour nous, au SDF, on a vu que cette histoire n'allait pas. Nous avons boycotté, nous ne sommes pas allés. Parce que là, c'était impertinent. Nous sommes restés. Et parce que surtout, nous espérons que ce pays peut se développer surtout. Nous ne nous arrêtons pas à la décentralisation, mais plutôt au fédéralisme. Il faudra que le parti, le système de mon frère Meka essaie de penser. Le fédéralisme n'était pas une mauvaise chose. Ça doit se cultiver. Je crois que ces derniers temps, les discours vont vers là. Et je dis donc que même ces exécutifs régionaux, vraiment, je ne sais pas, la femme, aussi on se moque de la femme dans ce pays. Il n'y a qu'à Douala qu'il y a peut-être 2 femmes qui sont vice-présidentes. Est-ce que les femmes sont incompétentes pour gérer aussi dans les régions? Et voyez-vous aussi, il n'y a que pourquoi est-ce qu'on veut tirer? Si j'étais à la place de l'UTMK, je n'allais pas dire que je suis si fier, parce qu'avec sans péril, on triomphe sans gloire. Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, ces exécutifs régionaux deviennent monocolores? Sur le RDPC, à part la Damawa, où l'UNDP a pu tacler un peu, et malgré cela, il y a toujours quelqu'un du RDPC, quand même, qui est dans la région du nord, de la Damawa. Et alors à l'ouest, où l'UDC a quand même un potentiel. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment? Je m'interroge encore. Même là, ils ont tout fait pour être monocolore, RDPC, à l'ouest. C'est autant de choses. Donc ça nous amène à nous interroger. Et nous croyons, je ne sais pas si être monocolore va faire évoluer le Cameroun, parce que c'est ce système qui tient le Cameroun. C'est ce système qui tient le Cameroun depuis près de 40 ans aujourd'hui. Est-ce que le RDPC va changer avec les régions? Je dis que je tique encore. Vous tiquez encore. Alors, pour ce qui est de ces régions-là, la liste des présidents de région ainsi que suit. Monsieur Emmanuel Mvé Lemba est le président du conseil régional du Sud. Monsieur Alim Bouka, président du conseil régional du Nord, la région du Nord. Ils sont tous du RDPC. Monsieur Daniel Kalbassou est le président de la région de l'extrême nord, Gilbert Timier Vouna, président de la région du centre, Dr Jules Hilaire Foka, président de la région de l'ouest du Cameroun, Polycarpe Banlog est le président de la région du littoral, le président de la région de la Damawa, qui lui est issu de l'UNDP, le docteur Mohamedou Dewa est donc le président, monsieur Bakoma Elango Zakaeus est le président de la région du sud-ouest du Cameroun. C'est un ancien sous-préfet dans l'administrateur civil principal dans la région de l'est du Cameroun. C'est M. Wamane Mbele qui est le président de région. Et puis le professeur Fouangwafor qui est le président de la région du nord-ouest du Cameroun. Des noms qui sont des noms d'expérience, c'est ce que nous dit André Luther Meka, mais une expérience remise en cause aujourd'hui. Devrait-on miser sur ce type de personnalité pour faire les conseils de région, ou alors il fallait justement donner la volonté ou la perspective d'un changement ou d'une mise en œuvre effective de la décentralisation avec de nouveaux visages? Non, je ne suis pas d'accord avec Maître Pairé, même si je ne suis pas un partisan du régime, mais tout ce qui vient de l'autre côté n'est toujours pas pertinent. Il faut déjà rappeler que cette élection régionale, c'est le parachèvement d'un long processus, inédit d'ailleurs, il faut le dire, qui marque une avancée, une belle avancée, une avancée historique dans la longue marche du Cameroun, dans sa démocratie, ou alors dans la matérialisation de sa démocratie. Et chaque fois que ce que le peuple camerounais dans son ensemble a réclamé a été matérialisé, il faut l'apprécier, non pas à l'aune du temps, parce que vous savez que ça nous a pris 24 ans et personne n'a été satisfait sur le temps.
mais on ne va pas cracher sur ce qui est matérialisé. Quand j'ai dit ça, je dois dire que, sauf à vouloir changer de modèle, mais si on est parti sur le modèle qui est le modèle camerounais, on ne se serait pas attendu à autre chose. Si ce serait le SDF à la place du RDPC, comme le parti au pouvoir, le parti dominant, qu'effectivement on aurait retrouvé la majorité obèse dont il décrit. C'est clair. Parce que l'élection régionale, c'est le résultat ou la résultante des municipaux. Les élections municipales déterminent à près de 90% ceux qui seront élus aux régionaux. C'est tout. Donc, essayez de faire croire que le RDPC, par sa machination vraie ou imagée, qu'on lui accole, a été encore une fois de plus un acteur, un acteur de la corruption ou un acteur de la fraude, n'est pas vrai. C'est le résultat qui est attendu. C'était le résultat qui était attendu. Et vous ne pouvez pas faire le procès à un parti qui a le plein droit d'investir ses candidats, même s'ils ont un siècle. C'est leur droit. Ça, il faut le reconnaître. C'est un faux débat. Pour moi, le débat qui est central, c'est que quand on vient de saluer ce qui vient de se passer, je ne peux pas, si je mets en perspective l'histoire politique du Cameroun avec ses acteurs, je ne peux pas être optimiste. Je suis obligé de croire d'accepter, et je salue cette sagesse, qu'on connaît l'acteur au pied du mur. Parce que... Mais c'est aussi trop facile de penser qu'il faut toujours le dire, le maçon sera jugé au pied du mur. Oui, en effet. Pourtant, on avait la possibilité de mettre tous ces ingrédients ce que je dis, ensemble pour avoir un mur qui ne tomberait pas. C'était une compétition électorale. C'était une compétition électorale qu'un parti a gagné. C'est légal, ils sont légitimes. Comme je sais que le Cameroun n'a toujours pas brillé, le Cameroun n'a toujours pas brillé par ses acteurs politiques qui n'ont toujours pas servi les populations, je suis obligé de ne pas être optimiste, mais il nous revient de ne pas accuser des gens qui n'ont pas encore travaillé. Mais c'est une question de choix d'homme aussi. Oui, je suis en train de dire que les pays africains, le Cameroun en particulier, ont un problème d'homme. C'est pour ça que je ne tombe pas dans l'optimisme béat. Parce qu'effectivement, avant l'élection régionale, il y a eu des élections avant. Les Camerounais ont déjà été en charge des responsabilités et on sait que les résultats n'ont toujours pas été brillants. C'est ce que je dis. Non, on va revenir à vous mettre, s'il vous plaît. Finissez. Oui, c'est-à-dire que quand je dis ça, je veux simplement dire que les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les gouvernent. Donc, je suis obligé, même en étant pessimiste, de laisser ceux qui ont été élus, de travailler, de nous montrer qu'effectivement, l'élection régionale va mettre sur pied ou alors va matérialiser la démocratie participative que tout le monde souhaite. Nous sommes dans la démocratie participative, davantage dans ce qu'on appelle la décentralisation. C'était le parachèvement avec ces élections régionales. Aujourd'hui, pourquoi la querelle des hommes qui ont été élus à la tête de ces conseils régionaux? Effectivement, Frédéric, je suis un peu conténancé par l'analyse de mon frère ami Mwanjo, parce que j'ai eu du mal à le saisir. Effectivement, quand on va faire la sociographie des acteurs politiques, sinon des acteurs qui sont à la tête de ces institutions, qui elles charrient en théorie ou en principe de l'espoir, parce qu'elles sont chargées, si on reprend l'article 259, chargées d'animer effectivement le devenir. Quand on parle de futur économique, social, on parle du progrès. Qui dit progrès, c'est-à-dire on a une dimension futurologique. Voyez-vous? Et on a besoin des hommes qui, physiquement, sont à même de pouvoir tenir quelque chose. Voyez-vous, M. Frédéric Moutomé, moi j'ai été candidat à ces élections. Candidat malheureux aujourd'hui. Dans la circonscription électorale, par exemple, d'Uncam, où le moins retraité, c'est-à-dire celui qui était à la retraite le plus proche, avait 7 ans de retraite. Voyez-vous, M. Frédéric Moutomé? Et les autres étaient à 15 ans de retraite, sensiblement. Est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On n'est même plus dans la reproduction de l'élite. On attendait au moins, sur le RDP c'est clair, la démocratie électorale, comme vous avez dit, ils ont gagné. Mais tout au moins qu'on nous montre au moins de nouveaux visages. Ces nouveaux visages qui auraient au moins charri de l'espoir. C'est-à-dire quand on voyait les gens comme André Luther Mika, les Frédéric Bessala et autres, on serait au moins à même de croire qu'il y a eu comme une dynamique au sein, n'est-ce pas, de cet ordre politique. Mais en l'espèce, voyez-vous, vous avez vu l'autre jour, M. Timevuna, qui était incapable de se tenir debout. Qu'est-ce qu'un individu comme cela pourrait charrier? Et même le plus jeune, on dit la moyenne d'âge de cette présidence régionale, ça dit ici la moyenne d'âge, on est à 72 ans. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire dans une république où on est, qui parle des jeunes, parce que là, c'est institutionnel, que ce soit la charte africaine,
de la jeunesse, que ce soit le Conseil national de la jeunesse du Cameroun même, ou les tests du RDPC d'entrée du DMK, disent qu'on est jeune de 15 à 35 ans. C'est-à-dire on est sorti de l'ordre institutionnel. On a donné la République à qui? Au papy. Ils ne peuvent plus le faire. C'est impossible, il faut l'accepter. Et vous, au sein de votre parti, M. André Luther, il faut impulser une nouvelle dynamique. Il faut réformer la chose. Parce qu'il est inadmissible de croire toujours que le même Timi Vouna. Excusez-moi de dire, si on veut nous mettre. Il fut un très bon délégué de gouvernement de cette époque-là. Monsieur Moutomé, s'il fallait seulement sortir à Yaoundé où il prend le taxi 250 francs, il ne peut pas arriver à Yoko. Vous connaissez Yoko? Il ne peut pas arriver à Nangaboko, par exemple. C'est pas possible à l'heure actuelle. Quelqu'un qui est déjà incapable de parler en ce moment, parce qu'il ne tient plus debout. Ou prenons le cas de la région du littoral, qui est notre région, M. Moutomé. Vous avez un monsieur comme Banlok Polikab, qui lui a été maire à Nyanon, dans les années 2000, a été éjecté. Par la suite, a été député. Voyez-vous, il a quasiment tout. Il ne peut plus aujourd'hui. Je crois qu'il a c'est lui qui est le plus jeune de tous ces présidents régionaux, parce qu'il me semble qu'il a 70 ans. Voyez-vous, c'est un problème. Ces gens, excusez-moi, nous tous, on a souhaité. On a appelé... et le président de la région de l'Est du Cameroun semble être les plus jeunes, semble-t-il. Je n'ai même pas envie d'évoluer dans ce sens-là. Si vous avez un président qui, lui, est administrateur civil à la retraite, c'est-à-dire, il était à dire, oui, monsieur, vous avez servi, c'est bon. Allez vous reposer pour qu'une nouvelle ordre de classe prenne la chose. Mais aujourd'hui, on met en place de nouvelles institutions historiques du genre, comme on l'a dit, qui doivent impulser quoi? De l'espoir, qui sont le dépositaire, on a dit, économique, social et culturel. Et qu'est-ce qu'on a besoin, M. Moutomé? On a besoin de gens qui peuvent animer ces institutions. Parce qu'on l'a dit ici, les institutions ne valent que les individus qui les animent. Et le premier élément pour animer une institution, c'est d'avoir cette capacité physique. Et si vous n'êtes pas en même de pouvoir le faire, vous ne pouvez pas le faire. Monsieur Moutomé, laissez-moi chuter. Parce qu'on va peut-être croire qu'on fait le procès vieux. Mon grand-père est à la maison, vraiment, je prends sa sagesse au quotidien. Okay? Je suis très heureux de m'abreuver à ces mémoires dont je vais sortir, lui, ancien député du temps, n'est-ce pas, de Amadou Aïdjo. Aujourd'hui, quand il est en train de voir ses camarades avec lesquels il a milité dans le même parti, aujourd'hui, reprendre la tête des institutions, il me dit, mon petit-fils, vous êtes foutu. Alors, André Luther, on prend les mêmes. Non. Donner 2 minutes pour répondre à mon frère. Non, vous aurez votre temps. Vous aurez un temps consacré à cela. André Luther, on a pris les mêmes. S'il vous plaît. On a pris les mêmes pour commencer alors qu'on est dans la dynamique d'impulser le changement, la nouveauté. Pourquoi prendre les mêmes pour recommencer? Bon, je suis le précurseur de la conscience jeune en politique, bien avant la naissance du PCRN de Cabral Libye. En 2008, j'ai créé Alternative Citoyenne de la Jeunesse, avec tous les jeunes des partis politiques. Donc je comprends très bien la problématique jeune. Mais j'ai un peu vieilli, hein, j'ai mûri. Quand je dis... Donc vous avez dit que vous avez abandonné la politique jeune. Quand je dis que j'ai mûri, j'ai compris que quand on est con, on est con. Qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, on est con. Donc, la jeunesse ne donne pas la présomption de connaissance et d'efficacité. Il faudrait qu'on... Tout comme la jeunesse n'en est pas un gage de compétence. Parce que si on veut même conjuguer l'expérience dont vous parlez aujourd'hui, l'expérience du EDPC, c'est quelle expérience? L'expérience du vol, de la corruption, du gabégisme. Si tu n'avais même pas la bonne expérience, vous pouvez pas faire un parallèle à ce niveau avec une jeunesse qui aujourd'hui, elle est compétente, elle est mieux aguerrie, elle est mieux structurée, elle est mieux... Elle est compétente pour avoir géré quoi? Moi, j'ai des Qui fait de la compétence? J'ai des problèmes quand je débat avec M. Ndjok, parce qu'il ne respecte pas une certaine expérience, pour ne pas dire une expérience certaine, pour lui parler des hommes. Parce que j'ai été leader d'étudiants et je suis un haut responsable actuellement. Je voudrais lui dire que la vieillesse confère l'expérience et la sagesse. Cette expérience-là, cette formation, ce visage que vous voyez de moi est une fabrication des vieux. J'ai rencontré des vieux. J'ai rencontré le professeur Conchou longuement. J'ai fréquenté M. Camille Ekindi longuement. J'ai fréquenté de grandes personnes qui m'ont donné beaucoup de sagesse, des professeurs d'université, des hommes de sport. Et je dis, il y a de l'expérience et du savoir là-bas. Je vous recommande de les fréquenter, vous allez comprendre ce que je vous dis. Je voudrais préciser que sans anicroche, sans embâche, que pour moi, le Sénat, c'est-à-dire la deuxième lecture des lois, et les régions
doivent appartenir à une certaine classe de personnalités. Je vais vous dire pourquoi en ce qui concerne les régions. Lorsque vous avez une région comme la région du littoral, vous devez avoir un carnet d'adresses assez important en termes, n'est-ce pas, dans la région, en termes d'ancrage socio-politique, en termes d'ancrage sociologique. Vous devez avoir un carnet d'adresses en termes, n'est-ce pas, d'ancrage politique. Vous devez avoir un certain vécu qui fait en sorte que quand vous vous mettez auparavant dans un certain nombre de groupes sociaux, que vous soyez respectés et respectables. Je crois qu'un bambin jeune dans ses premiers pas n'est pas, n'est-ce pas, la personne adéquate pour assumer une région. Et ne simplifiez pas le Cameroun, s'il vous plaît. Ne simplifiez pas le Cameroun. Le Cameroun est un pays d'un peuple mature et extrêmement formé dont il faut des gens d'expérience. Et je peux vous le dire que je ne suis pas déçu du fait que à Yaoundé, notamment dans le centre, la capitale, et à Douala, qu'on prenne des gens qui ont quand même fait un certain chemin. Ça fait de la confiscation, ça fait de la confiscation. Je voudrais dire que il y a deux volets, deux piliers dans le cadre des régions. Il y a le conseil régional et il y a l'administration de la région. C'est dans l'administration de la région, notamment ceux qui vont implémenter la politique régionale sur le terrain, la conception, l'implémentation, la stratégie, qu'on peut effectivement dans cette administration inclure des jeunes pour faire un panachage, une fusion entre, n'est-ce pas, ceux qui orientent la politique et ceux qui l'implémentent sur le terrain. À ce niveau, on aura besoin des ingénieurs, des sociologues, des psychologues, des médecins, de toutes les compétences pour pouvoir, n'est-ce pas, former la région. Mais j'insiste qu'il est important que, pour que vous soyez à la tête d'une région, que vous puissiez au moins être à un certain niveau dans les régions. Alors, vous ne croyez pas, vous n'y pensez pas, vous n'y croyez pratiquement pas sur ces régions à raison de cette volonté politique d'implémenter la décentralisation. Pourquoi? Non, c'est au niveau, quand nous voyons ceux qui sont appelés à gérer ces régions. C'est des hommes. Oui. C'est des hommes le co-panéliste Mojo, il m'a taclé un peu en parlant il semblerait-il les élections étaient très bien faites au Cameroun. Parce que je veux attirer l'attention des gens. Le système en place de RDPC, je dis, il s'est toujours plaqué l'opposition. C'est-à-dire dans le nord-ouest, sud-ouest, qui sont les grands bastions du SDF. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une élection dans ce... Ça s'est passé toujours de cette manière. Même les sénatoriales, cette chambre qui est presque budgétivore, pour rien à 90%. Je rappelle que vous avez participé, vous avez contribué à ce que le Sénat soit mis en place. Oui, mais toujours est-il. Pourquoi est-ce que... Non, s'il vous plaît, est-ce que c'est le nombre qu'il fallait pour le SDF? Le SDF, la faute à qui? Le SDF est prêt à 7 sénateurs. Mais la faute à qui? La faute au SDF? Non, on essaie de jouer franc jeu en politique. Ce qui se passe, c'est que quand il s'agit de ces grands électeurs, pourquoi est-ce que le système n'a pas bien attendu qu'on puisse organiser sereinement? Parce que quand on dit dans le nord-ouest, sud-ouest, il ne s'est pas passé d'élection. Le RDPC a organisé, a gagné ces élections. Et là, quand on peut aller... Et voilà, ma peur, c'est que ce pays est gouverné par le RDPC. Donc vous nous dites que les régions bien que mises en place, si les gens sont dans le moule, ils sont dans le moule du RDPC. Ces anciens gestionnaires qui n'ont pas tenu. Vous savez, une fois, le SDF avait gagné presque tout droit là. Est-ce qu'on a pu nommer un délégué du gouvernement qui était du SDF? Le système en place ne veut jamais partager ce pouvoir. La nomination relève du discrétionnaire. Non, il faut faire un peu sport. Je sais, c'est discrétionnaire. D'accord, merci. Mais pourquoi ne pas poser la question à SDF en ce moment, quand on avait gagné tous les mairies de Douala, de savoir, vous pouvez proposer quelqu'un qu'on nomme? On ne l'a pas fait. Ça reste discrétionnaire. Oui, seul celui qui nomme choisira s'il nommera. C'est autant de choses. C'est pourquoi j'ai peur. Parce que le système qui est là, à 90%, il n'y a que la Damawa qui sait un peu, c'est la majorité présidentielle. Quand nous voyons cela, je ne sais pas si, quand c'est la majorité présidentielle et la présidence et le système en place, est-ce que ça va changer avec ces vieux qui sont presque croulants?
c'est bien beau quand il a parlé des ingénieurs et autres, mais au sommet, il faut toujours quelqu'un qui sait sélectionner les vraies valeurs. Mais avec le système que nous vivons, nous nous posons la question, attendons voir, parce que là, quand je dis j'éthique, nous allons voir dans 100 jours, qu'est-ce que ces régions vont implémenter. Et vous savez ce que ça génère en termes de budget. C'est encore très grave pour le Cameroun en termes de francs CFA qu'il faut exploiter par rapport à l'entretien de tout ce grand monde. C'est autant de choses que nous nous posons la question. Pourquoi n'avoir pas essayé de panacher? Un jeune, ce n'est pas parce que c'est l'âge qui fait la sagesse. Il y a des jeunes qui ont déjà une certaine expérience sur le terrain et qui peuvent bien gérer. Pourquoi on doit faire injure aux jeunes? Comme si le jeune, c'est toujours un incapable. Non, il y a plein de jeunes. Il y a des chefs d'État qui ont dirigé le pays à partir de 35 ans. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours voir que ce sont ces jeunes? Quelqu'un a fini, vous non? C'est l'un des exemples qu'on essaie de dire, ça c'est la maturité. Mais est-il le seul qui pouvait faire cette chose dans le centre? Ou celui qui est ici? Pourquoi ne pas essayer de voir à côté les gens dans la tranche 40-50 ans? Ils sont un but d'expérience. Monsieur Meka lui-même, il a un but d'expérience. Je ne sais pas pourquoi il veut toujours s'asseoir derrière, dire que c'est le vieux là qui est plus expérimenté que moi. C'est autant de choses. D'accord. Alors, Christian Diop, sur cette question de la couleur du parti, la faute à, pardon, de la faute à qui? Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, la configuration des conseils régionaux revenait alors être la résultante des élections municipales, mais pourtant aujourd'hui le SDF fait un procès d'intention au RDPC d'avoir confisqué toutes les régions à raison de ce que l'élection municipale et législative, elle, a été entachée de nombreuses irrégularités. Est-ce qu'il pouvait en être autrement vu la configuration? Monsieur Meka, dites-le ça. Il ne pouvait pas en être autrement. Monsieur Ndiok le sait. Voilà. Maître Paéré lui-même a dit d'entame qu'ils ont boycotté. Ils ont boycotté justement parce que leur présence n'allait pas être significative. Puisque le parti dominant avait effectivement la majorité des conseillers municipaux. Quand je dis ça, je ne fais pas l'apologie ni des vieux, ni des jeunes. Encore qu'il n'y a pas une querelle entre les vieux et les jeunes au Cameroun. Si. Dans le paysage politique, on a tendance à dire que les jeunes, je crois que, et ce n'est pas faux, au Cameroun comme en Afrique, les jeunes ne sont toujours pas au premier plan, sur le plan de la gestion de la cité. Je crois que ce débat, moi étant jeune et pour avoir fait une thèse de doctorat sur la jeunesse et politique, je l'ai suffisamment souligné, qu'il faut, dans la dynamique du renouvellement de l'élite politique, dans la circulation des gestionnaires de la cité, qu'on essaie de façon stratégique de nouvelles catégories. Mais fallait-il le faire maintenant avec il faut savoir que la jeunesse nulle part n'est pas une donnée. La jeunesse est une construction sociale. C'est-à-dire que quelqu'un... Oui, la jeunesse est une construction sociale. Non, on peut pas parler... Non, la jeunesse est une catégorie politique. Voilà, vraiment. Catégorie politique. Quelqu'un peut être jeune à 60 ans. Je suis d'accord avec M. Meka quand il dit que quand on est con, on est con. D'ailleurs, le jeune qui est con sera con quand il sera vieux. Non, mais il faut distinguer... Non, écoutez. Non, Christian Diop, je suis jeune. Je ne veux pas que vous fassiez... Monsieur Ndiok, laissez-moi parler. Vous prendrez la parole, je t'appelle. Je ne défends pas les conseillers régionaux qui sont là. Au contraire, je dis même que leur passif politique n'est pas de nature à ce qu'on soit optimiste. C'est ce que je dis. Mais il ne faut pas faire un débat qui est périphérique sur la question d'un parti qui est dominant. Monsieur Ndiok, je vais être clair. Ce que je dis, c'est que on est obligé, malheureusement, de laisser ce régime qui est à sa fin mourir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a perdu ce combat. Le combat de l'insertion des jeunes. Ce n'est pas aujourd'hui. Il ne va jamais mourir. C'est qu'on a très longtemps eu des partis dont l'incapacité à se mobiliser ensemble a accouché ce qu'on a vu aujourd'hui. Nous, on est je veux dire ça comme ça, pas la conséquence, le résultat de l'échec de nos aînés. S'ils avaient fait le combat en amont, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait eu 2 ou 3 conseils régionaux qui sont jeunes. Le RDPC, je ne sais pas quels intérêts ils ont à ramener les mêmes figures dont
le passif politique aux yeux des Camerounais, oui, n'est pas honorable aux affaires de la cité. Mais quand j'ai dit ça, M. Nyokdoa est d'accord avec moi que pour une expérience nouvelle, inédite comme celle-là, gars, très sérieusement, penses-tu qu'il est bon, il est judicieux de mettre à la tête d'une région quelqu'un qui a pour seule valeur ou seul atout la jeunesse? C'est suffisamment complexe pour que ce soit au sein du pouvoir ou de l'opposition, qu'on ait un homme dont l'expérience dans la gestion des affaires publiques n'est pas sommaire. Là, il faut le dire, n'est pas sommaire. Ça requiert des compétences importantes. Au moment où, justement, la décentralisation est une attente terrible de la part des populations qui ont besoin de voir leur niveau de vie évoluer. C'est ce que je voulais dire. Ce niveau de vie est-il au centre des préoccupations des conseils régionaux qui est aujourd'hui ou qui sont aujourd'hui mis en place? Monsieur Moutomé, vous permettez que je puisse faire une digression quand même? Je ne sais pas s'il y a une discussion à faire, mais davantage je réponds à la question. Oui, je vais répondre à parce que qui me permet de guider également les autres invités. Effectivement, et à moi de bas soit tout en revenant effectivement sur ce qu'a dit mon frère et ami Mwandio tout à l'heure, non. Voyez-vous, est-ce que vous connaissez un monsieur qu'on appelle dans ce pays Sylvestre Mopa Fatouin? C'est le directeur général des impôts du Cameroun. C'est-à-dire c'est celui qui a révolutionné les impôts au Cameroun. Et quand il accède à ce poste, il n'a que 37 ans. Donc, il faut qu'on vous le dise. Quand on parle déjà en termes de compétences, c'est pas qu'il en manque. Vraiment, il faut arrêter ce débat. Et il faut que je vous rappelle que le président actuel de ce pays, M. Mwandio, non, c'est une insulte. Non, je n'ai pas dit que à toi et à moi qui sommes non, je n'ai pas dit ça. Et il faut que je vous rappelle que M. Biya, quand il accède, c'est-à-dire qu'à l'âge de 35 ans, il est à la fois secrétaire général de la présidence de la République et directeur du cabinet civil, c'est-à-dire il cumule à la fois les postes de Ngongo et de M. Ayolo. Je ne sais pas quel est le ministre qui soit au pouvoir, qui ne soit pas arrivé à sa trentaine. Quand même, vous n'allez pas nous insulter. Et qu'on en vienne aujourd'hui, je prends deux exemples les plus jeunes de ces conseils régionaux. Oui. Vous avez M. Mbo Marcel, venant de Yoko, qui est le plus jeune d'Arion du centre avec 56 ans. Ouais. Voyez-vous, c'est une insulte à 72,35% de la jeunesse. Et je vous ai même catégorisé la jeunesse ici, selon, n'est-ce pas, les statistiques institutionnelles. C'est-à-dire la République du Cameroun même, partie prenante aux instruments internationaux, a arrêté la jeunesse au Cameroun qui va de 15 à 35 ans. Et une des technologies de cette République, que moi j'ai d'ailleurs salué, M. Meka et moi avons participé à la mise en place de cet instrument, qui est le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Oui. Et j'ai même cité un autre élément, c'est-à-dire même au sein de son parti politique, le RDPC, on dit on est jeunes de 15 à 35 ans. Voyez-vous, c'est-à-dire on a cadré. Et on ne peut pas s'amuser avec cette catégorie sociale. Monsieur Bo, quand je disais que la jeunesse n'est pas une donnée... Christian, je voulais indiquer que la jeunesse... Permettez à Christian d'aller au bout. Il va me donner 30 secondes. Je voulais indiquer que, ici comme ailleurs, la jeunesse a toujours été un enjeu de manipulation. Ok, merci. Je voulais continuer, M. Thomas. Enfin, c'était pour relever ça. Pour revenir effectivement à l'autre question, pour dire non. Quand on parle de ceci, c'est qu'il y a un passif, M. Mekala a très bien relevé ici. Quand vous prenez le passif politique, n'est-ce pas, de ces acteurs qu'on a mis au premier plan, ce n'est pas un passif qui, n'est-ce pas, fait rêver, M. Mekala. On n'aimerait pas avoir une telle expérience. On doit pouvoir rêver pourtant. C'est là le contraste. Voilà, c'est là le contraste. On n'est pas en train de remettre en question la problématique électorale. C'est le cas de M. Payet. Parce que, non, ça c'est un autre débat. M. Payet, vous n'avez pas quand même refusé avec SIF, qui a sa logique à lui, et venir admettre quelque chose. Il a dit non. C'est pas un débat ici. Pour être cohérent avec lui-même, vous n'attendez pas mieux de lui. Maintenant, merci. Pour revenir effectivement à ça, pour dire, pour nous amener à rêver, il était question ici qu'on aurait pu mettre en place des nouveaux visages. C'est là où la problématique se fonde. Que même dans leur classe, c'est-à-dire, prenons le cas de la région du littoral, si on nous avait par exemple mis un autre vieux, ou Madame Dizzy Rebecca à la tête, on aurait pu au moins savoir que oui, voilà quand même une autre image qui est arrivée. On nous aurait même un peu menti que de mettre les mêmes personnes, les mêmes visages. Ça c'est inquiétant. Voyez-vous, et là on se dit, bon voilà, nos lendemains sont incertains effectivement. Mais je voudrais aller bien plus au-delà pour dire, nous fondons un espoir en ces institutions. C'est pour cela que nous sommes allés effectivement à ces élections. Parce que l'une des problématiques, c'était effectivement la résorption de la dimension de l'anglophonie identitaire, de la crise anglophone. Et hier, le président de la République a signé pour moi un décret d'application dont je salue par ailleurs, et sur le plateau, la mise en place d'un certain nombre d'instruments. Maintenant, la problématique, c'est la question qui se pose, c'est qui va animer
ce genre d'institution. C'est ces personnes, c'est ces visages-là qui nous sommes problématiques au Cameroun. Le chef d'État devrait se prononcer encore dans Je voulais même chuter. Très rapidement. Est-ce que vous savez pourquoi les Camerounais ont fait chorus derrière la gestion du Covid? C'est parce qu'on a eu celui qui peut être apparenté à un jeune ministre, c'est-à-dire le ministre Manaouda, de par ses techniques de communication, de par son approche. Et c'est parce qu'il avait des éléments physiques qui lui permettent. C'est pas pour faire une insulte, n'est-ce pas, aux anciens, aux doyens, qui ont donné à la République. C'est ça notre point de vue. Ils ont donné, il est temps qu'ils se mettent en marge. Ils ont fait la chose. La retraite n'est pas une sanction. Si on vous envoie la retraite, si on dit que vous êtes retraité, admis à faire valoir vos droits à la retraite, ça veut dire c'est de vaquer à autre chose. Et quand on vous ramène encore ce genre de personnes et qu'on soit là, c'est quand même impossible. Alors, monsieur, je voulais chuter par non, vous avez dit que vous chutez, vous avez chuté. Permettez, je voulais vous donner 2 ou 3 profils. Vous avez parlé en termes d'expérience. Quand je vous ai cité M. Mopo Fatou ici, vous avez M. André Luther Meka, lui-même qui a rang de directeur, là où il est assis, qui gère une institution qui est florissante et qui vous dit que lui ne peut pas gérer un truc. S'il fallait mettre des jeunes à la tête, non, c'est une insulte. Quand on parle de progrès, on est dans une dimension future. On a des gens qui vont penser pour demain et non des gens qui vont penser pour hier. Sauf si on veut récompenser ici des anciens amis qui sont malades, qui ne peuvent plus se traiter. Il faut leur donner des salles de billets d'avion, ainsi de suite pour se traiter. A-t-on voulu récompenser ces acteurs qui aujourd'hui sont au premier plan au conseil régional, ou mieux encore, on est dans l'espoir d'un changement radical de la fonction publique locale? Bon, je voudrais déjà dire que je suis très flatté de ces éloges-là, même s'ils sont utilisés politiquement pour pouvoir mettre en mal notamment mon argumentaire. On est en fin d'année intellectuelle et on est là dans la logique. C'est un vœu. Oui, c'est bien, mais je voudrais vous dire que toute formation biaisée, c'est un éducateur qui vous parle, a des conséquences. Il faut aller palier par palier. Et chaque palier est une école. Et il n'est pas souhaitable de faire rêver les jeunes, c'est-à-dire un peu comme dans leur parti. Quelqu'un est entré, il a fait la campagne, il est devenu maire, et c'était des déclarations fracassantes qui manquaient de maturité politique. Et j'appelle ça l'élévation précoce. Parce que chaque élévation doit être, n'est-ce pas, de façon casuistique, étape par étape. Je ne voudrais pas ouvrir cette fenêtre-là pour dire à M. Ndiok qu'il était important que si cet ami, qui est même mon ami, avait suivi les étapes que nous avons suivies depuis des étudiants au parti, on a commencé à la base, on continue. Et il aurait eu cette maturité que lorsqu'on déclare quelque chose, on doit avoir le mandat et on doit être sur la ligne du parti. C'est ça qu'on appelle l'expérience. Et imaginez que lui qui fait cette apologie des jeunes, et dont je suis tout à fait d'accord dans une certaine mesure pour ceux qui ont de l'expérience, et qu'on mette, si ce jeune était président des régions, imaginez un peu les déclarations qu'il aurait pu faire en temps opportun, en temps inopportun. Une déclaration ne veut pas pourtant dire qu'il est moins compétent. Non, la parole peut créer toute une guerre. La parole peut créer toute une guerre. Donc, je suis parti des faits de votre parti pour vous démontrer qu'il est important que les gens se forment. Maintenant, allons-y scientifiquement. Combien de jeunes ont postulé pour les régionales? Parce qu'il y a des postes qui ont été pourvus, notamment dans le cadre des législatives, des municipales. Ils sont des conseillers, ils sont des conseillers municipaux, ils sont des grands conseillers, ils sont des adjoints au maire. Effectivement, dans notre parti, pour permettre à ce que la fourchette soit élargie, on a demandé à que tous ceux qui sont élus, qui ont des postes, ne puissent pas se présenter. C'est à ce niveau-là que un certain nombre de choses sont... Un jeune qui a moins de 35 ans, municipal à Douala ou adjoint maire ou maire RDPC. Vous laissez M. Mekalo. Qui est dans la fourchette des jeunes. Il a fait 3 minutes. Vous prenez 30 secondes, ça va faire beaucoup. Le premier adjoint de l'arrondissement de la 4e a moins de 35 ans. Billy n'a pas moins de 35 ans. J'ai des problèmes des téléspectateurs. Ce que je voudrais dire, c'est que il ne s'agissait pas de récompense. Je le pense formellement, c'est une position que je prends, que pour être à la tête de la région, il faut être une tête mûre. Je prends cette position officiellement devant les sociologiques, l'expérience du vécu. Il y a également des postes qui, en tant qu'ingénieur, ces postes-là peuvent effectivement permettre à ce que la région... Ça devant les jeunes derrière. La jeunesse derrière. La jeunesse enterrée plutôt. Parce que quand nous parlons, nous essayons de faire comme si ceux-là même n'étaient pas jeunes à un certain moment.
beaucoup ont pris le pouvoir, beaucoup sont entrés dans l'administration centrale dans les 30-35 ans. Pourquoi aujourd'hui on voudrait empêcher aux jeunes de pouvoir accéder à goûter à ce gâteau de la sagesse? La sagesse ne veut pas toujours dire que l'âge est avancé. Il y a des jeunes sages. Et nous, c'est le Cameroun en regorge. C'est là quand on s'interroge, il y a désormais un type de fonctionnaire qui ne prendra jamais la retraite. C'est-à-dire quand il a pris sa retraite depuis des années. Et quand il revient maintenant, quand cette opportunité s'ouvre, au lieu qu'on prenne d'autres Camerounais pour qu'ils goûtent aussi à ce gâteau, parce qu'on peut appeler ça gâteau, quand les gens y vont, c'est pour pouvoir avoir des avantages. Pourquoi toujours les mêmes? Pourquoi toujours les mêmes? Il faut que ça change. C'est ça qui choque le commun de mortels. À voir que c'est le même, l'ancien qui était, il a parlé d'un ancien député qui regarde les autres et dit mais vraiment c'est foutu. Et c'est foutu. Parce que ils sont là, on a beau avoir la compétence sur le plan intellectuel, mais le physique ne répond plus. On va faire comment? On court vers l'échec. C'est pourquoi je continue à tiquer. Est-ce qu'on va parler d'échec aujourd'hui en attendant l'installation de ces bureaux exécutifs des régions? Bon, monsieur Moutoumé, vous allez remarquer que toutefois, ou chaque fois qu'il y a une élection démocratique dans un pays, c'est toujours un moment pour la reconquête hégémonique, pour tous les acteurs qui prennent part à cette compétition. Le RDPC est effectivement dans cette dynamique de reconquérir à chaque fois son hégémonie. Malheureusement, la scène politique au Cameroun s'est conçue au fil des temps, de sorte que plus le temps passe, plus le RDPC est fort. Les élections régionales en sont un moment important qui atteste de ce que je suis en train de dire. Si la question c'est de savoir s'ils ont déjà échoué avant d'avoir commencé, Oui. ça fait presque 40 ans. Dites-nous s'ils ont échoué avant de commencer. Ça fait presque 40 ans. ans. Ça fait presque 40 ans. Moi, je ne veux pas Non, d'accord avec les non, il peut avoir des moments de rachat vers la fin de sa vie. Depuis presque 40 ans, le marché gouvernant au Cameroun est le même. C'est un marché de la restauration du pouvoir. C'est pourquoi c'est les mêmes hommes qui sont là. Et ceux-là ont échoué. Ça, c'est clair. Donc, ils se sont échoués. Ils ont échoué. Sauf que je suis en train de dire que je n'insulte pas l'avenir. Je n'insulte pas l'avenir. C'est des hommes qui ont des passifs politiques qui ne conduisent pas à ce que les Camerounais espèrent quelque chose. Mais je n'insulte pas l'avenir. Je pense que on peut avoir une figure telle qu'on le décrit, mais des gens qui entourent celle-ci soient des hommes capables de l'intérieur d'implémenter quelque chose. De toute façon, on ne peut rien attendre. On ne peut rien attendre, ça devrait être votre perspective aujourd'hui, quand on sait que vous avez pris part, vous, le PCN, à ces élections régionales, mais vous avez récolté des fortunes particulièrement diverses. Non, M. Moutoumé, vous avez dit qu'on a été laminé. Je ne veux pas votre expression. Je ne dirais pas ça comme ça, je dirais ça avec mes propos. Oui. Ben, écoutez, oui, effectivement, nous avons pris part à ces élections. Et nous, comme toute nouvelle institution, elle charrie effectivement des attentes. Je vais pas, pour ne pas me répéter, on croirait peut-être que ce serait un acharnement. Quand vous avez par exemple le nouveau président de la région du littoral, M. Pelka Banlo, il n'y a pas de route pour arriver à Nyanon. Chez lui, il n'y en avait pas du moins. Quand il a été maire, il a été chassé par les populations, c'est-à-dire sanctionné. Les populations du PC. Monsieur Mouka, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire parce qu'ils sont de là. Qui a été député? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer par Nyanon. Pour sortir par Nyanon, Monsieur Mouka. Monsieur Mouka, les Camerounais savent que vous avez échoué. Monsieur Mouka, Est-ce qu'il y a la possibilité de penser que ces hommes qui ont aujourd'hui la responsabilité des régions ont plutôt du pain sur la planche, plutôt que de penser qu'il faut leur mettre des pots de banane afin qu'ils disent qu'ils ne produisent rien pour le peuple camerounais? Monsieur Moutamé, je voudrais déjà faire relever que vous voyez que M. Mouka est en train de me couper depuis quelque temps. Désolé. Non, moi je peux pas accepter que vous... Je voulais juste vous prendre la témoin et que vous répliquiez d'ici là. Donc maintenant, je voulais effectivement dire non, on ne peut pas mettre des pots de banane, M. Moutamé. Le doute, il est normal. Au vu, n'est-ce pas, de la modalité gestionologique managériale de ce gouvernement, cela nous laisse un peu un goût amer. Voyez-vous, je vous ai dit, on a espoir parce qu'on nous a dit, voilà la mise en place du régionalisme. Le régionalisme, lui, en théorie, qui est, n'est-ce pas, l'instance supérieure de la décentralisation au Cameroun. Donc ceux qui sont censés impulser, voyez-vous, avec de telles figures,
est-ce que la fonction publique locale, telle qu'elle doit être impulsée, serait le cas? Est-ce qu'on aurait avec ce genre vraiment des possibilités de pouvoir réfléchir, de pouvoir façonner, sinon de pouvoir s'adapter? Parce que ça aussi, c'est ça la chose. Pourquoi on critique un peu ces visages? C'est parce qu'ils sont déconnectés de l'ère à laquelle nous nous trouvons. Vous avez peut-être des présidents de région, on les 10 jusqu'ici, qui personne n'a un profil Facebook, personne n'a un profil Twitter, où on peut suivre au moins son activité. Vous comprenez un peu qu'ils sont en inadéquation avec ce qui semble être fait. Et c'est pour ça que quand vous avez un tel profil comme celui-là, il ne fait pas rêver à nous qui sommes en même de pouvoir penser futur. Et je ne vais pas faire un coup assez vieux, effectivement. Quand vous voyez ces gens, j'ai peur, M. Moutomé, c'est un doute, quelqu'un l'a dit dans une chaîne de radio où j'ai participé, qu'il peut dire qu'il n'est pas sûr que des 10 présidents des régions, les 10 pourraient achever leur mandat parce qu'ils sont atteints effectivement de la limite d'âge. D'accord, merci beaucoup. On va pas faire la querelle là-dessus, s'il vous plaît, messieurs. On va ouvrir un autre sujet dans le cadre de cette émission, mais avant de continuer, messieurs, s'il vous plaît, on va prendre quelques SMS avant de prendre le prochain sujet. Messieurs, s'il vous plaît. Où est passé l'article 66 de la Constitution camerounaise? La question est pour M. André Luther-Meka du RDPC. Bonsoir à vous une fois de plus. L'article 66 de la Constitution reste inappliqué à ce jour. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est un message... Prière, vous, de laisser M. Meka s'exprimer du PCRN. C'est M. Mbalaze qui nous écrit depuis Olamze. Juste pour dire également, de ne pas confondre être intelligent et être diplômé. Le RDPC n'a que les diplômés et non les intellectuels dans cette formation politique. Bonsoir à vous, bonne fête à tous. Que le gouvernement fasse confiance aux jeunes, toujours les mêmes personnes aux commandes, qu'on arrête ça. Et s'il vous plaît, mettez aussi... oui, on en tiendra compte l'année prochaine, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. C'est une affaire interne à la maison. On prendra compte de cette revendication. C'est M. Achille depuis Fin-Goudron, cité Sicam, ici à Douala. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, Emmanuel Macron est-il vieux? Et si vous ne faites pas confiance aux jeunes, comment voulez-vous qu'ils acquièrent en expérience? Vous ne faites pas confiance aux jeunes, mais pourtant, vous confisquez tout au RDPC. Bonsoir à vous, le RDPC frustre de plus en plus la jeunesse. Est-ce qu'il n'a pas les jeunes cadres de moins de 50 ans dans cette formation politique? C'est une question. Quel est le salaire du président de région? On n'a pas encore fixé ces détails, on les aura dans les jours à venir. Est-ce que ces retraités touchent toujours leur pension vieillesse? C'est une question qui a été posée par un autre téléspectateur. Bonsoir à vous. Ce n'est pas une affaire ou un problème d'homme, d'âge ou de structure. Cette décentralisation est coloniale à la française. Elle ne marchera pas au Cameroun. Il faut une réflexion camerounaise décolonisée du développement social et de la décentralisation. C'est Vincent qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau et bonne fête. Parlant d'expérience, c'est une hérésie de penser que c'est toujours ces mêmes aînés qui ont la capacité de nous conduire à la décentralisation. Le Cameroun a été fédéral, il a été construit par les trentenaires et très bien construit. Arrêtons de fuir nos responsabilités et davantage de faire confiance à la jeunesse. C'est Paul-Marie Kemwe qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau, belle émission. S'il vous plaît, demandez au monsieur du PCRN et du SDF qu'il nous dise si, à plus de 70 ans au Cameroun, la loi ne permet pas de participer à une élection ou si, étant retraité ou vieux, on perd ses droits pour être candidat à une élection. Si oui, Biden aux États-Unis a également le même âge. Il faut comprendre que c'est une conjoncture internationale. Le Cameroun n'est pas en marche et qu'il y a un certain âge pour gérer un certain nombre d'affaires publiques. C'est Eric qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Le SDF fait tout le temps le procès de l'accaparement du pouvoir par les jeunes, alors que par les vieux, alors que le président du SDF est un grand ancien qui ne veut pas se défaire de sa casquette de président du parti et qui oserait se méprendre pour et qui oserait s'attaquer à sa posture, connaît très bien
comment il finira dans cette formation politique, on le balaie, un point c'est tout. L'opposition doit faire sa propre introspection, c'est d'ailleurs une opposition moribonde, c'est ce que nous dit M. Onana dans le cadre de cette émission. On va ouvrir une autre thématique dans le cadre de cette émission de ce samedi, bien évidemment, avec votre permission. Nous allons parler de la lutte contre la corruption. J'espère pouvoir faire le tour en 20 minutes pour nous donner également la possibilité d'épuiser le deuxième sujet ou le quatrième sujet dans le cadre de cette émission. Alors, lutte contre la corruption, la CONAC a rendu public son rapport, un rapport dans lequel davantage plusieurs institutions sont mises à mal, il faut le préciser, et parmi ces institutions, le ministère du cadastre domaine affaires foncières, mais aussi le ministère des marchés publics. Ce sont les ministères où la corruption accourt régulièrement. Pourquoi? Oui, M. Moutomé, effectivement, il faudrait le dire que la corruption s'avère un peu endémique désormais dans nos mœurs ou au Cameroun. Ce n'est pas M. André Lutem qui me démentira. Vous vous souvenez que nous avons été champions du monde. Je me souviens alors quand nous faisions le BBC en 2000, on a démontré que le Cameroun a été champion du monde. A été tristement célèbre, voyez-vous, et nous tous nous étions passés à côté. Parce qu'on voyait plutôt les Jeux Olympiques, mais derrière, il y avait que le Cameroun était champion du monde de la corruption. Et jusqu'ici, ça n'a visiblement pas changé. C'est dommage d'ailleurs. Vous voyez que ce sujet a une consubstantialité avec celui que nous venons de traiter tout à l'heure pour dire quand vous avez effectivement la même équipe, les mêmes hommes, ça ne charrie plus d'espoir. Parce que c'est voilà l'expérience dont on parlait tout à l'heure. Le RDPC est champion, n'est-ce pas, en la matière. Et les cadres de ce parti, on n'a qu'à faire, n'est-ce pas, un détour par les prisons centrales, les différentes prisons du Cameroun, pour comprendre un peu la sociographie de ce que je venais de citer. Bon, maintenant, quant à revenir à la CONAC, pour moi, c'est parfois, pour dire la vérité, cette institution, elle me semble moins pertinente dans ce moment-ci. Parce que s'ils ne peuvent que nous démonter ce genre de choses et ne jamais aller au fond, n'est-ce pas, des enquêtes qui ont généralement l'air un peu avec superficialité, ça nous pose effectivement un problème parce que d'autres institutions entrent en place, le CDBF, le CONSOP et tout ce qui va avec, on est toujours là, on est bloqué, on se demande bien à quoi ça sert. Parce que chaque année, on a toujours le même rapport. Maintenant, quelle est l'incidence de ce rapport au Cameroun? C'est là toute la problématique. Il faudrait que le président de la République, lui le maître, puisse encore déclencher les procédures de qui ou tel. Effectivement, c'est qui donne tous les, n'est-ce pas, des procédures à tête chercheuse. Parce que c'est lui le maître qui monopolise tout. Bon, pour chuter, je ne vais pas davantage m'apaisantir sur ça. Pour dire, tant qu'elle n'aura pas les moyens de répression, effectivement, elle restera un peu comme tous les autres organismes qui font des rapports, un peu comme le rapport sur les droits de l'homme, rapport sur ceci. Effectivement, le rapport de la CONAC ressemble à tous ces autres rapports. Un rapport, encore un autre rapport, toujours de la CONAC, mais des rapports davantage pour faire cas d'une corruption récurrente au Cameroun, mais sans véritable impact sur cette corruption-là. Je remarque, comme la plupart des Camerounais, que malgré la création et la mise en place des instruments, comme disait mon frère Christian Diop, les instruments répressifs, entre guillemets, allant dans le sens de réduire la corruption à défaut de l'éradiquer totalement, sont inefficaces. C'est le constat que je fais. Ces instruments sont inefficaces, malgré le fait que, en masse, les Camerounais et les hauts commis de l'État ont été déportés dans les prisons camerounaises. Je me suis posé la question de savoir ce qui peut en être la cause. Je suis arrivé à la conclusion que, effectivement, l'État camerounais ne lutte pas contre la corruption. Pardon? Il n'y a pas de lutte contre la corruption du tout. Comment ça? Il n'y en a pas. Il y a plusieurs institutions qui sont créées. On a évoqué... J'en ai fait cas. On a cité la NIF, on a cité le tribunal criminel spécial. Il y en a pas mal. L'inefficacité des instruments que vous venez de citer est la preuve, en partie ou partiellement, qu'on ne lutte pas contre la corruption. Pourquoi? Parce que, vu comme ça, comme ce que je viens de dire, c'est que la corruption peut se lire comme régulatrice du pouvoir politique. C'est-à-dire que le fait que l'État s'est désengagé dans plusieurs secteurs laisse les fonctionnaires notamment se servir dans leur secteur d'activité. Chaque fois que tu vas te rendre compte que ces instruments ont saisi un haut commis de l'État, ça a été assimilé à une arrestation politique. Elle est régulatrice du pouvoir politique en ce sens que l'État du Cameroun a besoin, par tous les moyens, un État qui cherche la légitimité
par tous les moyens, va chercher la reconquête hégémonique. Et la corruption est un instrument, instrumentalisé pour s'établir davantage. Je suis de ceux qui pensent qu'elle n'est véritablement pas menée la lutte. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont la charge de ces instruments contre la corruption sont eux-mêmes souvent les plus corrompus. Maître, est-ce qu'on est dans une situation où le mal est plus profond que jamais, malgré tout ce qui est mis en place pour lutter contre la corruption? La corruption, vraiment, ça a gangréné le Cameroun. Ça, c'est quelque chose. Tout le monde est corrompu, donc tout le monde est corrupteur. La plupart, on ne dit pas tout le monde. C'est comme vous le dites. Non, mais je dis que c'est quelque chose qui a gangréné le Cameroun. Donc, ça ne veut pas dire que tous les Camerounais sont malades de la corruption. C'est qu'il y a une bonne partie. Mais si on est tous les champions du monde de la corruption, on a été champions. Ça veut dire que c'est tout le monde qui est corrompu, corrupteur. On ne peut pas dire tout le monde. Dans un sac, il y a toujours le bon grain, il y a le mauvais grain. Encore qu'on se souvient qu'il y a une affaire qui a défrayé la chronique ici où les avocats avaient été... Là, c'est un autre débat. Je ne voudrais pas m'appesantir dessus pour dire... Au Cameroun, ce qui se passe, c'est tel qu'à tous les niveaux, à tous les degrés. Rien ne veut se faire pour rien. Tout se passe toujours en demandant. Quand on vous demande quelque part à suivre un dossier, c'est quoi? Ce n'est pas toujours aller les mains vides. C'est ça qu'on a cultivé. C'est un regret depuis que le président de la République a pris le pouvoir en parlant à bas la corruption. C'était comme si c'était plutôt pour dire... On encourageait la corruption. La corruption est devenue un véhicule qui roule à une vitesse exponentielle au Cameroun, au point que rien ne se fait sans contrepartie. Bon, quand on a parlé, quand la CONAC se bat à faire des propositions ou bien à traquer, essayer de traquer. Mais il faut aller jusqu'au bout. Dès lors qu'on dénonce au niveau du ministère des Affaires foncières, que ce soit à ce niveau et réellement, à ce niveau, c'est très fort. Parce que, savez-vous vraiment, une guerre civile pourra se déclencher un jour par le biais des affaires foncières. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se font fabriquer des titres fonciers sans même connaître le terrain, sans avoir mis une borne sur le terrain. Nous sommes devant des procédures tout le temps. Et heureusement, comme on dit, à un certain moment, on disait que le titre foncier était inattaquable, intangible et définitif. Heureusement, aujourd'hui, avec le tribunal administratif, on trouve à annuler des titres fonciers et ça s'annule à l'appel. Pour dire ce ministère, réellement, on doit creuser et voir comment suivre une procédure jusqu'à l'obtention de titre foncier. Pareil de l'autre côté, tous ces ministères, là où la CONAC a pu articuler à un certain moment, c'était la police, c'était, vous parliez tout à l'heure comme si le monde des avocats, c'était le monde corrompu. L'avocat n'est pas corrompu dans son job qu'il fait, il est payé par ses honoraires. Donc le reste là, on a beau tirer, même si ça fera peut-être l'objet d'un débat plus tard, l'avocat n'est pas incorrompu. L'avocat se fait payer par ses honoraires. Alors, maître, docteur, ou si vous souhaitez, le doctorant André Luther Meka, il est davantage reproché au RDPC qui est aux affaires, puisque c'est le RDPC qui est à la tête de l'État, d'avoir fait une espèce d'institutionnalisation de la corruption, raison pour laquelle on a du mal à couper les têtes parce que c'est dans les gènes du RDPC. J'ai souvent entendu ça. J'ai souvent entendu cela et je voudrais dire ici qu'il n'y a jamais eu une réunion quelque part de tout l'État camerounais ou une réunion de tout le RDPC du Cameroun, tout le RDPC, où on a dit aller voler. Ça n'existe pas. Mais pourtant, tous les voleurs sont dans le RDPC. On n'a pas besoin de voter. Ça n'existe pas. Je voudrais dire ici que ceux qui disent que la corruption est systématique au RDPC, j'ai entendu mon frère Dioglo dire, c'est juste une instrumentalisation politique. Ce que je voudrais dire, et je parle devant un homme pourtant, le mal est profond, ce que je voudrais dire, et je parle devant un homme de loi, la responsabilité est individuelle. Elle n'est pas collective. Donc, les gens ne peuvent pas aller voler. Les gens ne peuvent pas faire de la corruption, c'est-à-dire monnayer des services publics gratuits et dire qu'ils le font au nom du RDPC ou au nom du parti. Il faut que les gens arrêtent avec ça, avec cette instrumentalisation-là. Parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est un problème de mentalité. C'est-à-dire que chacun veut s'enrichir maintenant et vite. Et chacun veut être un homme d'affaires. On ne peut pas être à la fois un agent public, on ne peut pas être à la fois un avocat, on ne peut pas être à la fois quelqu'un
qui est fonctionnaire et qui fait les affaires. C'est ça le véritable problème que nous avons au Cameroun aujourd'hui. C'est que les gens veulent faire 1000 choses à la fois et s'enrichir rapidement et tout de suite. Et ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir avec le RDPC. Non. Ça a tout à voir avec la mentalité des Camerounais. Moi, je vais vous prendre un exemple. Très rapidement. Maintenant, on devrait vous couper. En tant que Tout à l'heure, monsieur Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Non, tout à l'heure, monsieur Meka dit qu'il ne peut pas laisser monsieur Ndiok. C'est des choses qu'il ne faut pas laisser dire. Monsieur Mouka, vous en tant que sociologue, vous avez lu l'acteur et le système. L'acteur est-il en dehors du système? J'attends qu'il finisse, en fait. Moi, j'attends qu'il finisse. Moi, je crois qu'on est dans un débat sérieux. Quand on commence à faire du babillage, le langage des enfants, ça ne va pas. Je suis en train de dire des choses sérieuses. La mentalité camerounaise aujourd'hui est vers l'enrichissement. C'est-à-dire que le système capitaliste a fait croire qu'on peut s'enrichir partout et par tous les moyens. Regardez bien, vous allez vers un jeune Camerounais, vous lui proposez, n'est-ce pas, un travail. La première des choses qu'il va te demander, c'est j'ai combien. Ça se passe comment? Et il faudrait toujours que les jeunes aujourd'hui puissent même contourner les règles pour pouvoir s'enrichir. Moi, lorsque j'ai observé cette affaire de corruption, j'ai trouvé que c'est un problème de mentalité et de valeur cardinale de la façon dont on oriente sa vie. Donc, maintenant, lorsqu'on revient au sujet en ce qui concerne le rapport de la CONAC qui cite les ministres des Finances, le cadastre, les transports, automatiquement, lorsqu'il y a transaction des services, il y a effectivement, n'est-ce pas, un certain nombre de corruptions qui peut se passer. Pourquoi? Parce que les Camerounais n'aiment pas attendre le temps de la procédure. Les Camerounais veulent toujours brûler les étapes de la procédure. Un monsieur, vous lui dites, écoutez, il faut d'abord faire, vous mettez les timbres, et puis vous passez, on met le cachet. Il te dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire tout cela en un jour? Ça coûte combien? Mais c'est de la corruption. Et ce n'est pas une affaire du RDPC. C'est un problème de mentalité. Merci beaucoup. Alors, vous faites insulte aux populations. Le mal est donc là. Aujourd'hui, les uns parlent d'une corruption endémique, d'une corruption systémique. Où est-ce qu'on en est? Monsieur Moutomé, les deux s'agrègent ici, voyez-vous. Moi, je vais commencer par la chute de Monsieur Mouka. Monsieur Mouka qui vous parle d'un problème de valeur. Donc de mentalité. De mentalité. Monsieur Mouka aborde sa casquette de sociologue. Mais Monsieur Mouka a omis, lui en tant que sociologue, nous dit que l'éducation, les valeurs que nous avons sont les valeurs imposées et imposables par l'ordre public étatique dominant. C'est-à-dire l'école que nous avons, c'est que nous vivons aujourd'hui. Pour devenir en français facile, on dit l'homme est le produit de son milieu social. Monsieur Mouka, laissez, la vérité va pénétrer. Assumez-la. Donc, comme on dit, l'homme est le produit de son milieu social. Je vous ai pas cité tout à l'heure l'acteur et le système. Vous êtes un fan de Weber, monsieur Mouka, on se connaît un peu, quelque part. Et que... Je suis moins davantage allé avec Weber, parce qu'on se connaît un peu. Donc, Weber qui a écrit l'acteur et le système. Donc, je veux dire qu'en revenant un peu, non, je ne vais pas citer le texte, je veux dire que vous l'avez lu. Pour revenir à ça, pour dire effectivement que les mentalités que nous avons sont induites par le système gouvernant. C'est-à-dire, quelle est la discipline que nous avons dans la chose publique. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Rwanda, M. Mouka, plus d'une fois. Voyez-vous, là-bas, vous pouvez laisser votre véhicule, on viendra vous le remettre le lendemain. Vous pouvez déposer quelque chose dans un hôtel, on va vous appeler pour vous remettre, M. Moutomé. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Et pour revenir, effectivement, parce que la mentalité est construite par l'ordre politique. Ok? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut inculquer? La socialisation est familiale. Vous me trouvez dans... Non, M. Mouka. C'est le membre familial. Si la famille est l'élément premier de socialisation, il n'en demeure pas moins que la socialisation directive est celle que l'école publique, c'est-à-dire l'école étatique, impose aux populations. Et en l'espèce, pour revenir à votre question, M. Moutomé, la corruption est devenue endémique. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système de laisser faire, de laisser aller. Et c'est un élément, voyez-vous, c'est une arme que détient, n'est-ce pas, ce gouvernement. C'est-à-dire le président de la République a ses principaux collaborateurs. Il te laisse voler et quand il voit que tu as amassé un peu, pour le cas de Mbengo et autres, il coupe la tête quand tu deviens. En fait, ils se tiennent entre eux. Prenons un exemple. Il y a une autre que vous avez vue tout à l'heure, entre celle du SGPR, voulant, n'est-ce pas, auditer les comptes de... On en parlera tout à l'heure, c'est pas encore sujet. Ça, j'ai oublié. Vous comprenez effectivement qu'on est dans un environnement essentiellement pourri.
la canne, le chèque et tout ce qui va avec. Oui, monsieur Mika, acceptez effectivement que la corruption est dans l'ADN de ce gouvernement et de PC. Ce sont des faits. Vraiment, je ne vais pas davantage m'en tenir, parce que sinon je vais frapper à chaque minute. Tous sont des voleurs. Tous sont pourris. Vous avez vu dans quel autre pays au monde, monsieur Moutomé, vous connaissez un pays au monde qui a autant de hauts fonctionnaires et hauts cadres en prison comme le Cameroun? Quand on dit on a tout un gouvernement quasiment en prison, vous avez félicité, c'est la rigueur et la moralisation. Comment on en arrive là, monsieur Moutomé? Comment on en arrive là? C'est la rigueur et la moralisation du président. Effectivement, parce que comme je vous ai dit, c'est une arme que détient ce gouvernement. Il dit voler, voler. Le jour où un devient effectivement un peu dangereux. C'est pourquoi j'ai indiqué Alors que comment on fait pour essayer d'endiguer cette corruption? Non, c'est bien la partie, c'est la solution. S'il vous plaît, qui est décriée, qui est dénoncée, mais qui continue à être récurrente et qui impacte même dans le vécu de tout le monde. Mais je venais d'indiquer qu'elle est régulatrice du pouvoir politique. Le pouvoir en place ne veut pas lutter contre la corruption. La corruption est un instrument de reconquête hégémonique à tous les niveaux. C'est tout. Il y a même des chercheurs qui ont indiqué que c'est une composante généalogique de l'État. C'est-à-dire qu'au départ de l'État, il y a la corruption. Au départ, c'est moi qui ai la parole. 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 Vous faites partie des gens qui croient que, au nom du parti ou de la discipline, on peut tout justifier. N'enseignez pas, c'est moi qui ai la parole. N'enseignez pas aux enfants que la famille est la seule instance de socialisation. C'est faux. C'est pas ce que j'ai dit. C'est la première. Voilà. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Vous serez censuré dans votre deuxième toute parole. Les travaux sur la sociologie, les travaux de la sociologie sur la question, monsieur Meka, dont je suis un produit, enseignent que partout, c'est le détenteur de la morale, c'est le détenteur du pouvoir qui détermine la morale publique. Partout. C'est pourquoi si tu vas dans un pays où j'ai fait un tour, en Arabie Saoudite, tu peux laisser ton téléphone en route, tu le retrouves un mois après. Parce que le détenteur du pouvoir dit que si tu le prends, te coupe la main. Ne soyez pas de ceux qui justifient tout, qui veut tout justifier parce que au nom du parti. Non, je ne le coupe pas. La corruption qu'on observe dans les espaces aéroportuaires, la corruption qu'on observe dans l'incivilité fiscale, par exemple, l'incivilité douanière, elle n'est pas le fait des Camerounais qu'on a mal socialisés. Elle est le fait des agents publics qui sont incapables de servir les populations selon les règles établies. Et donc, ce sont les agents publics qui demandent à ces populations de venir avec l'envie de les corrompre. C'est ce que je suis en train de dire. En opposition à ce que M. Meka dit, que c'est les Camerounais qui sont impatients à suivre les procédures en vigueur. C'est faux. C'est faux. C'est les agents publics qui trouvent que partout où ils sont, ils doivent, comment on dit ça, organiser des zones d'ombre. Des comptoirs. Oui, des comptoirs, des zones d'ombre, comme par exemple Michel Crozier, afin que les zones d'incertitude. Merci. Monsieur Meka, vous ne pouvez pas en tant qu'enseignant, vraiment, en tant qu'enseignant et du point de vue des valeurs, vous devez vous taire dans ce genre de sujet. Non, on ne peut pas le dire. Non, à défaut de dire la vérité, il faut vous taire. D'accord. Maître Paul Paéré, vous êtes un homme de droit. Y a-t-il des méthodes pour stopper, endiguer la progression de la corruption? On a peut-être envie de dire qu'on en a marre, qu'on veut une société saine où des valeurs priment, mais malheureusement on est très loin de cet idéal-là. C'est vrai, vraiment, c'est quelque chose qui fait très mal. Face à cela, il y a des mécanismes qui ont été mis sur pied par la loi. La corruption, ça fait l'objet d'un article du Code pénal camerounais. Mais allons-y voir. Le problème général, c'est de savoir si on l'applique sévèrement comme il se doit. C'est ça, le problème au Cameroun. La loi prévoit cela. Mais beaucoup, on constate, même quand on frappe un Camerounais aujourd'hui, il sort de prison. Et il revient toujours à la même chose. Je me dis, il semble que la mesure, c'est-à-dire la sanction est un peu légère. Il faudrait actionner encore un peu plus, rendre cela encore plus sévère. C'est pourquoi avec même les détourneurs de deniers publics, là, tout consort, les grands voleurs, comme on peut appeler, j'ai l'habitude de dire que vraiment, ça aurait été mieux qu'on revienne au système où on institue la peine de mort. Parce que quelqu'un ne peut pas voler un sac d'argent sachant qu'il va aller
sur le poteau, si on fusille déjà un de ses voisins ou un de ses collègues, il ne fera plus cela. Il faudra qu'on essaye de voir, de mettre la sanction un peu plus là-bas, un peu plus haute par rapport à la sanction qu'il faut. Quand on attrape un corrupteur, un corrompu et un corrupteur. Et si, parce que quand on parle de corruption, ça se joue, il y a le corrompu et le corrupteur. Si tellement ça va dans tous les sens, beaucoup de gens aujourd'hui, pour faire n'importe quoi, il faut soudoyer. D'accord. Et là, celui qui va rendre le service attend ce soudoiement. Donc il faut aussi que les Camerounais, si ça nous fait mal, qu'on fasse notre introspection, qu'on essaye et qu'on enseigne un peu depuis l'école primaire encore ce qu'on appelait la morale, l'éducation civique et tout. Alors, amener le Cameroun. Sauf que moi j'ai un problème, s'il vous plaît. Oui. Moi j'ai un problème avec cette formule-là que vous émettez. On a enseigné l'éducation civique et la morale à une époque, Oui. à un certain type de Camerounais, sauf que ce sont ceux qui sont devenus de très gros et grands corrompus, grands corrupteurs du Oui, pays. bon, ça avait le temps, mais quand même, ils grandissaient avec l'idée de ne pas être corrompus. Mais sauf qu'ils sont aujourd'hui, devenus. quand ils sont devenus, ils sont dans un bouillon et ils sont obligés de nager. D'accord. Adelita Meka, doit-on renforcer la sanction aujourd'hui ou donner plus de moyens de sévérité à la CONAC ou peut-être aux autres institutions pour finalement sortir, même si on ne peut pas définitivement sortir, de cette gangrène qu'est la corruption? Je dois d'abord étayer les concepts pour que les uns et les autres ne s'embrouillent pas. La corruption, effectivement, c'est de monnayer des services gratuits qui doivent être faits par l'agent public. C'est ça la corruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Le détournement, effectivement, c'est de dévier les fonds qui sont destinés à un projet à autre chose. Et la malversation financière, c'est effectivement de distraire les fonds qui sont faits par rapport à un service public. Donc nous sommes au niveau de la corruption, c'est-à-dire ceux qui monnaient, n'est-ce pas, un certain nombre de services gratuits. Et je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne la corruption, il y a les corrompus et les corrupteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des Camerounais qui, pour avoir certains services monnaie, que ce soit les services gratuits, tout ce on l'a compris. Donc, il est important donc de dire... Ce n'est pas le départ de l'action. Non, il est important Le donc... départ, c'est qu'en face, des gens... Non, s'il vous plaît. On a compris. Il est important de dire qu'il y a deux faces. Il y a celui qui corrompt et celui qui est corrompu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sanctionner les deux de la même manière, donner plus de force à la Je voudrais CONAC. revenir d'abord dans le fait que quand vous voyez quelqu'un corrompre pour un service, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de comportement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas un certain nombre de valeurs d'éthique et des valeurs, n'est-ce pas, d'équité. Mais c'est un problème d'éducation. Et ce n'est pas le Donc, choix. il ne faudrait pas ici qu'on discute, n'est-ce pas, la famille. Qui inculque les normes et les valeurs de la respectabilité de la société et des normes dans une société. C'est important en tant qu'enseignant que je restitue cela, bien qu'il est important que les gens puissent craindre le gendarme qui vient sanctionner cela. Donc, en ce qui concerne la sanction, il y a d'abord même la sanction morale. La sanction morale, c'est laquelle? La sanction sociale, c'est laquelle? C'est de pouvoir dénoncer, marginaliser ceux qui vivent comme ça dans la société. Ils doivent être dénoncés d'abord. Parce que si on ne les dénonce pas, ils ne pourront pas, n'est-ce pas, pouvoir même avoir l'importance des actes qu'ils posent. Et c'est pour ça que je parle de sanctions sociales, parce qu'effectivement, le Camerounais lui-même a d'abord une responsabilité sociale de dénoncer ce genre d'actes. Et je voudrais dire en ce qui concerne l'État, que l'État a mis une palette de mesures. Il y a la CONAC, il y a le Consupé, il y a la NIF, il y a la Chambre des comptes, il y a une batterie des instances qui travaillent énormément. Des espèces de trompe-l'œil. Non, mais vous avez un rapport. Oui. Ce rapport a effectivement donné les chiffres. Les chiffres qui montrent, n'est-ce pas, le degré de la corruption. Et ces chiffres, nettement, doivent être exploités. Et pas seulement exploités dans le cadre de la répression, même au niveau des sociologues, des psychologues, pour pouvoir mettre, n'est-ce pas, un certain nombre, n'est-ce pas, de mécanismes en place pour pouvoir combattre cette corruption. Merci beaucoup à vous, messieurs. On va prendre le dernier sujet. On va prendre le dernier sujet. On prend le dernier sujet, messieurs.
Jusqu'à preuve du contraire, je reste le seul capitaine à bord de ce navire. Et ce n'est pas les formations politiques ou les acteurs de la société civile qui viendront nous imposer un ordre de conduite de cette séance de travail ou bien de ce débat citoyen avec les Camerounais à la maison qui sont très nombreux à nous envoyer le SMS. Le dernier sujet porte davantage sur cet audit qui a été commandé par le secrétaire général de la présidence de la République, Maître Paul Payere. On peut estimer que le Social Democratic Front doit applaudir aujourd'hui son député, l'honorable Jean-Michel Nitchou, monté par 2 fois au créneau pour décrier des espèces, des allégations de corruption ou même de détournement de fonds autour des fonds Covid. Aujourd'hui, la sortie du secrétaire général de la présidence de la République vient conforter l'honorable Jean-Michel Nitchou. Absolument, le SDF se trouve dans son assiette à travers le grand combattant Jean-Michel Nitchou, qui n'a cessé de dénoncer les pratiques peu orthodoxes dans la gestion des fonds Covid. Parce que, il faut l'avouer, et surtout féliciter cet honorable, ce député qui a joué. Nous avons ici au Cameroun, je crois, combien de députés? 120 180 députés. Si chaque député, chaque homme élu comme le Cameroun, Jean-Michel Nitchou, se mettait aux trousses de chaque ministre, je crois que même dans ces ministères, on éviterait de tomber dans des cas de détournement ou de quoi que ce soit. Et là, il a mené des enquêtes minutieuses, a pu dénoncer, a attendu de temps en temps le ministre Manaouda au niveau de l'hémicycle et ne venait pas. Alors, il fallait qu'il dénonce. Et aujourd'hui, le système en place à travers le secrétaire général de la présidence de la République lui donne entièrement raison. Et voilà déjà, on demande un audit. Et vous savez, quand attrapé par cette surprise pris de court, le ministre s'est trouvé en train de s'embrouiller au point d'inviter l'honorable Nitchou à une rencontre lundi. Bon, il a décliné parce qu'il n'est pas là pour ça. Il n'est pas qualifié pour ça. Il a pu dire ce qu'il a pu dire. Vérification faite. Beaucoup ont cru que c'était un acharnement particulier contre lui. Non, mais quand on veut traquer les grands bandits de la nation, on va bandit par bandit. Si en le faisant, les autres faisaient ailleurs, je crois qu'on serait déjà au moins à 2-3 cas. Et le Cameroun se porterait très bien avec ça. Donc je dis avec le SDF et l'honorable Jean-Michel Nitchou, c'est ça la vraie opposition. Les gens doivent comprendre que le SDF, il faut se souvenir, avec Mounchi Pouguet, c'est toujours le SDF qui débusque ce premier grand coup de vol au Cameroun. Et c'est le SDF encore qui est en train de demander qu'on voit clair dans la gestion des fonds Covid. Alors, il faut vraiment applaudir pour le SDF. J'ai du mal à vous discerner, vous êtes deux chrétiens. Christian Mwanjo, davantage, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que c'est l'honorable Jean-Michel Nitchou qui a secoué le cocotier au point où finalement le régime se voit obligé de commander cet audit autour des fonds qui ont été alloués à la lutte contre la pandémie Covid-19? Non, je ne peux pas avoir un avis péremptoire sur la question, puisque la gestion de ces organisations ou la gestion des fonds de ce type relève d'une situation très complexe, dont dit que la dénonciation est le résultat, ou alors l'audit est le résultat de la dénonciation. Je ne peux pas être aussi péremptoire dans ma réponse. Mais qu'est-ce qui peut amener le secrétaire général de la présidence de la République la dénonciation sociale à commander un audit autour de la gestion des fonds Covid? La dénonciation sociale est un acte élémentaire pour un élu local. Ça aurait pu être autre chose que Nitchou. Je ne vois pas l'extraordinarité de ce qu'il a fait, contrairement à ce qu'il veut relever. C'est une contestation. C'est normal. Non, ce n'est pas parce que les autres n'en font pas que ce que vous faites, qui relève de votre mandat, devient un acte extraordinaire. Non, écoutez. Je n'ai pas dit que c'était mal. Je dis que je ne vois pas l'extraordinarité de l'acte. Par ailleurs, l'audit dans la vie des organisations est un acte courant. C'est peut-être chez nous que ça paraît extraordinaire. À chaque fois, toutefois où les individus qui sont portés à avoir la charge de la gestion des fonds publics finissent une action opératoire, il est tout à fait normal qu'un audit se fasse. Qu'est-ce qu'un audit? Un audit, c'est
comment dire, c'est des interrogations internes sur l'état financier, sur bien d'autres choses. Je crois que si on considère LTMM comme organisation, il y a un audit à chaque fois que besoin est. C'est parce qu'effectivement, on est dans la civilisation des mœurs délictuelles qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a audit, il y a quelque chose de nouveau. Il ne peut pas avoir, dans la vie des organisations, l'audit est quelque chose de normal. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, cet audit était-il nécessaire ou était-il nécessaire? Effectivement, M. Moutomé, vous me donnez l'occasion de pouvoir déjà apprécier l'acte sur la forme. Voyez-vous, on en est venu sur le fond. Sur la forme, déjà, tout à l'heure, nous convoquions la notion de corruption et tout ce qui va avec, dans la problématique de la bonne gouvernance. Souvenez-vous qu'il y a M. Bonne Gouvernance qui est en prison au Cameroun. C'est au rang des instruments qu'on avait mis en place, et on a mis en place le PNG, le Programme National de Bonne Gouvernance. Et aujourd'hui, le président de ce PNG, le coordonnateur de ce programme, M. le recteur Dieudonné Yono, est en prison. C'est pour montrer un peu quelle est l'image. Mais la deuxième lecture que je voudrais avoir, effectivement, c'est que vous avez un ministre qui donne injonction à d'autres ministres. C'est problématique sur la forme. C'est également un élément qu'il faut revoir en termes de gouvernance. Est-ce que le LGPR, qui est ministre, n'a pas qualité à donner injonction? Non, ils sont ministres. Comment dirais-je, le canton n'en donne pas moins le fait qu'ils sont ministres d'État. Mais il ne donne pas d'ordre à un autre ministre. Sauf qu'il est pour l'instant ministre d'État, le plus proche collaborateur. Un ministre d'État. C'est précisé bien évidemment que c'est sur. Il faut tenir compte de cette posture-là. J'en viens effectivement à M. Moutomé. S'il y avait au moins la mention sur haute instruction, comme c'est ce qu'on nous a généralement servi, on aurait pu comprendre au moins que ça émane, n'est-ce pas, du président, du chef du patron. Mais là, on voit, il est dans la posture du patron. C'est grave, ça passe peut-être, mais c'est seulement... Est-ce que cela enlève toute l'essence, toute la quintessence même qu'il y a derrière l'audit qu'il faut faire autour de ces fonds Covid? Il y a très peu de temps derrière. Monsieur Moutomé, je fais une analyse sur tous les aspects. Voyez-vous, je vais vous donner mon point de vue. Je vais chuter en disant tout à l'heure que, effectivement, cela convoque la notion de délégation de signature et délégation de pouvoir. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, effectivement, la notion tout à l'heure, pouvoir faire la corrélation avec tous vos sujets d'aujourd'hui. Je suis d'ailleurs très fier de pouvoir discuter. Quand on parle de personnes en même, de ne plus pouvoir avoir la force, la capacité de pouvoir gérer la chose et laisser un certain nombre de choses, vous voyez la consubstantialité là. Pour revenir même, effectivement, à votre question, pour moi, je vais vous dire la vérité, c'est un show. On aurait pu commencer par des sujets assez graves, tels la canne, qui a été renvoyée à plusieurs reprises, dont l'individu qui en joue à un autre aujourd'hui en est le principal acteur. Effectivement, je vais saluer ici le député de ma circonscription électorale de Vaury-Est, avec lequel nous avons été en compétition, même si on attend aussi qu'il puisse le faire ailleurs, ou du moins que lui-même puisse en faire l'audit de ses 4 mandats, désormais qu'il en a eu, ces 4 ou 3 mandats, parce qu'on ne voit aucune activité qu'il est ministre, non moins pour justifier effectivement l'acte qu'il a posé. Nous saluons ça effectivement, mais moi je vous dis, dans la mafia étatique et gouvernante actuelle, je vous assure que vous n'espérez rien à attendre, sinon un règlement de compte entre, n'est-ce pas, les différents acteurs de la mafia institutionnelle que sont ces ministres. Adel Tonic, on va sortir avec vous sur cette question. Aujourd'hui, le secrétaire général de la présidente de la République qui est instruit qui va servir à quoi concrètement? Y a-t-il ou non malversation, détournement de fonds autour de la gestion des fonds Covid? C'est quand même des fonds colossaux. Je voudrais dire ici que c'est un acte terrible contre le ministre Manaouda Malachi. Et c'est d'autant plus un acharnement que j'ai été saisi par des militants et des sources qui me font croire que monsieur l'honorable Nietzsche est tenu par des hommes d'affaires qui ont voulu, n'est-ce pas, s'incruster dans les fonds Covid et qui ont été tout simplement conduits. Je suis d'autant plus sceptique du fait que les mêmes sources m'indiquent de voir que monsieur l'honorable Nietzsche ne peut en aucun cas saisir ou s'acharner à un autre ministre qu'un ministre du Nord. Et je serais d'autant plus... Non, ne me faites pas le discours du ministre du Nord ou... Non, c'est un ministre. Non, je suis très sérieux quand je le dis et je vais observer désormais l'honorable Nietzsche si effectivement il peut se faire harakiri, c'est-à-dire épingler également un ministre de sa région. Donc je le dis comme ça, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire devant les Camerounais parce que
je suis tenu de restituer cette vérité dont les Camerounais mettent à ma disposition tous les jours. Donc c'est un acharnement. C'est un acharnement parce que, en ce qui concerne la Covid-19 ou le Covid-19, c'est comme vous voulez, le ministre Manaouda Malachi a été un exemple dans le monde par rapport, n'est-ce pas, à la riposte. Et nous avons vu que la riposte a été même au-delà, n'est-ce pas, de ce qu'on a pu attendre. Et tout le monde a félicité le ministre Manaouda Malachi. Et je voudrais également vous dire qu'il a fait, n'est-ce pas, un bilan circonstancié avec des chiffres par rapport, n'est-ce pas, à... Des chiffres qui ont eu des erreurs. On aurait noté 20 000 à la place de 200 000, et bien, puis un 200 000 à la place d'un 20 millions. Ça peut prêter à confusion en même temps au plus fort de cette affaire à la fois de Meditest, mais aussi de ces bons qui avaient été signés de près de 350 millions de francs CFA. Ce sont des erreurs qui peuvent exister, mais il y a eu un bilan chiffré. Et je peux retrouver ces bilans que je peux donner, n'est-ce pas, à Maître Payéré. Donc, cet acharnement est un acharnement suspect. Et les Camerounais qui font une grille d'analyse politique trouvent que c'est un acharnement où on voudrait effectivement s'insérer dans la gestion, n'est-ce pas, du Covid-19 à travers les hommes d'affaires. Et je voudrais dire ici qu'il est important que, au-delà du fait qu'il est en train de s'acharner à des ministres, notamment, il dit que ce sont des enquêtes. Les Camerounais demandent où sont les micro-projets de l'honorable Nietzsche. Où sont les micro-projets? Non, il est important également qu'il soit sur le volet social dans l'homme politique. On ne l'a jamais vu sur le volet social. On ne l'a jamais vu devant un forage, en train de dispenser même pendant la Covid-19 dont il critique aujourd'hui les fonds, on ne l'a jamais vu distribuer les masques ni les gels hydroalcooliques, mais il est toujours en train, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, persécuter les ministres à ce qui concerne mais chaque fois qu'il... Mais c'est une persécution. C'est une persécution parce qu'il a déjà alerté les gens, il s'acharne, c'est des rebondissements, il écrit, mais nous sommes, je le dis, nous sommes contents du travail qu'effectue le ministre Manaouda Malachi. En ce qui concerne la Covid-19, je peux vous dire que les Camerounais ont été bien parés, les Camerounais ont été suivis et nous sommes contents de cette riposte-là. Merci beaucoup à vous, messieurs. On va prendre quelques SMS avant de clôturer cette émission. Alors, les plus grands détourneurs de la fonction publique viennent du secteur privé. Les marchés sont tous gagnés par les établissements privés qui corrompent les fonctionnaires. De plus, un établissement qui paye 3 millions d'impôts au lieu de 5, c'est qu'elle a détourné 2 millions de fonds publics qui devraient être alloués aux impôts. C'est Alain de Yaoundé qui nous envoie son message. Bonsoir à vous. Pourquoi y a-t-il pas un militant du MRC sur le plateau? Depuis, ils sont plus invités sur vos débats. Les militants du MRC sont invités sur nos débats, mais ils nous font malheureusement faux bon à tous les coups. Je préfère le dire ainsi et publiquement pour que nous l'alignions et qu'on nous évite pareil procès d'intention. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Dans le souci de la préservation de l'éthique et des valeurs morales de notre nation, nous prions encore les représentants de certains partis politiques de l'opposition de bien vouloir contrôler le langage vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme eux sur les plateaux de télévision. C'est très ahurissant, ce genre de comportement simiesque observé. Toutefois, la politique n'est autre qu'un débat d'idées et non une guerre de positionnement. À ce que je sache, on ne participe pas au développement de son pays sans être au pouvoir. Chers compatriotes, Saïd Abbé Sam de Makepe qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Meka, acharnement ou pas, l'occasion lui est donnée donc au ministre de l'Ave, c'est affront. On parle des fonds publics, cette
dans l'ordre normal des choses, dans toute organisation, qu'un audit soit fait. Maintenant, pour ce qui est de l'honorable Nietzsche, il a perdu toute crédibilité le jour où il a piétiné, au sens propre du terme, les effigies du président Paul Biya. C'est un autre Camerounais qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission. On va prendre également d'autres messages, notamment ces messages, s'il vous plaît, qui nous viennent de l'étranger. Bonsoir à vous sur le plateau. Ce type du PCRN n'est pas très sérieux. Vous êtes dans un environnement pourri, mais si vous êtes dans un environnement pourri, comme vous le dites, allez donc vivre au Rwanda, puisque vous en faites cas et vous le citez comme exemple. Celui de l'Arabie Saoudite également devrait aller y vivre. C'est quoi cette histoire de vouloir nous comparer avec d'autres nations alors qu'on parle des sujets cruciaux de notre pays? Alors vivement que les ministères qui sont incriminés dans le rapport de la CONAC soient interpellés et que le président tape du poing sur la table. Autre message qui nous a été envoyé. Bonsoir à vous sur le plateau. Les Camerounais se dérangent pour rien. Ces vieux sont partants. Tout ce que je peux vous dire, c'est de réfléchir à qui va qui va diriger notre pays demain. Et pour la gouvernance, ces jeunes ont tous vérieux. Seul le temps de Dieu va nous délivrer. C'est un autre message qui nous a été envoyé. Bonsoir à vous sur le plateau. Il y a un long message. Il y a quelque chose qui me tourne. Donc, en 1 ou 2 ans, subitement, le ministre de Justice n'est plus parmi les ministères les plus corrompus. Aller dans les tribunaux, rencontrer ou rentrer en possession ou faire légaliser un acte de justice. Le rapport à rien. La corruption au Cameroun est voulue. On la maintient de manière ambiante. C'est pour ça qu'on clochardisait l'argent public. On proroge la retraite des uns et des autres au nom d'un pouvoir discrétionnaire qui est devenu arbitraire et on a tous tout politisé et tout est corruption. Après, certains viennent dire que c'est tout le monde qui est corrompu ou corrupteur, croyant faire bonne mémoire ou bonne figure, que Monsieur Meka arrête, le gouvernement sait ce qu'il faut faire pour réduire cette corruption devenue systémique. C'est Alain, fidèle téléspectateur, qui vit dans la région du nord-ouest du Cameroun. Bonsoir à vous sur le plateau. L'exemple vient d'en haut. La corruption est consubstantielle au RDPC qui a installé la médiocrité, le clientélisme de la méritocratie. Bonsoir à vous sur le plateau. Les chefs savants ont manifesté leur mécontentement au candidat imposé pour ne pas faire la politique de la chaise vide. 16 bulletins nuls sur 19, ça va rester dans les annales de l'histoire. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée par un téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonne émission également à vous. Monsieur Ndjok, vous parlez déjà des choses connues car vous savez déjà que les dés sont pipés, mais la soif du pouvoir cherchez plutôt à faire en sorte qu'on retouche le code électoral et nous aurions des élections transparentes et vous pourriez diriger la commune de Yabassi. Le RDPC a gagné et est libre de mettre qui il veut où il veut, arrêter de pleurnicher, mener un combat à l'Assemblée nationale pour réviser le code électoral. Plusieurs messages continuent d'arriver. On ne pourra malheureusement pas tous les lire. Merci à vous tous, monsieur, d'être venus. Maître Paul Pairé du Social Democratic Front. Merci également à monsieur Christian Ndjok du PCRN. Il a dit, il est le porte-parole de cette formation politique au plan national. Merci également à monsieur Christian Mwanjo, qui est acteur politique au-delà. Il est chercheur en sciences sociales. Merci également au directeur d'administration à l'ESSEC. C'est monsieur André Luther Meka, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur, à vous tous, bonne fête de fin d'année. Vous le savez, dans quelques jours, ce sera la fête de la Saint-Sylvestre. C'est d'ailleurs la dernière livraison de tous les azimuts de cette année 2020 sur la télévision du monde. On espère vous avoir apporté le meilleur de nous-mêmes pendant cette année 2020. On prend langue pour l'année prochaine. Merci à vous tous, chers téléspectateurs qui nous accompagnent. Continuez à nous faire confiance. Accompagnez-nous tous les samedis de 15h à 17h sur la télévision du monde et davantage durant l'année 2021 qui sera également une opportunité d'échange, de débat et de construction d'ensemble de notre pays. Si vous le savez d'ailleurs, c'est une tradition. Bonne fête encore.